Bonjour à tous. Le processus de paix est parsemé de nouveaux obstacles sur le théâtre de la crise anglophone, alors que l'opinion publique nationale est informée des contacts préliminaires entre leaders séparatistes et le gouvernement. Le ministre de la Communication relève qu'il n'y a officiellement aucune négociation avec les sécessionnistes. Dans la mise au point publiée dans les colonnes de Cameroun Tribune, René Emmanuel Sadi précise que le gouvernement reste ouvert à toute négociation susceptible de favoriser un retour définitif de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Selon le journal Repère, cette mise au point met en exergue l'embarras du pouvoir. Le journal d'expression anglaise de Guardian Post s'interroge au regard des déclarations de Wilfried Tasson et Mancho BBC attestant que Sisiku Ayuk Tabe s'est déjà entretenu plusieurs fois avec le gouvernement sur l'éventualité d'un accord de cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone. Face au déni du gouvernement, la nouvelle expression tire la sonnette d'alarme. Les enlèvements de civils se multiplient sur le théâtre de la crise anglophone. Des exécutions extrajudiciaires et des affrontements armés continuent de faire de nombreux morts. Dès lors, des questions fusent. Qu'est-ce qui explique cette controverse autour des contacts préliminaires et négociations en vue d'une paix durable dans les régions anglophones? Quels sont les enjeux et les implications d'un cessez-le-feu? Dans ce registre de préoccupations figure l'équation d'une décentralisation à plusieurs inconnus. Selon le Messager, le gouvernement a multiplié les mensonges au sujet du transfert effectif des compétences et des dotations budgétaires. Dans les colonnes de ce journal, les magistrats municipaux en colère craignent pour la stabilité du pays. Une illustration, c'est le message porté du ministre de la décentralisation adressé au préfet afin qu'il somme les maires de surseoir à l'exercice de la compétence relative à l'exploitation des ressources minérales non concessibles. Pourtant, la dite compétence est bel et bien transférée dans le cadre de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. 8 mois après l'adoption de cette fameuse loi, aucun décret n'a été signé pour fixer les modalités d'exercice de la compétence et le cahier des charges y afférent. Où est donc passée cette décentralisation annoncée à grand renfort de publicité par le gouvernement? Pourquoi les collectivités territoriales sont empêchées d'exercer les compétences susceptibles d'engranger plus de fonds indispensables pour le développement de leur communauté, alors que le gouvernement soutient être focalisé sur la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le pays enregistre à la date du 10 juillet 2020 15 173 cas positifs au Covid-19 et 359 décès, parmi lesquels le docteur Akamba Anastasie, directrice de l'hôpital de district de la Cité Verte à Yaoundé, est décédée des suites de Covid-19. Que vaut alors la décentralisation de la réponse sanitaire dans un pays où seuls 120 000 tests ont été effectués après 4 mois de survenance de l'épidémie de coronavirus? Un autre décès qui pourrait changer la donne sur l'échiquier politique, c'est celle du Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP, s'est éteint brusquement après un malaise survenu en plein conseil ministériel à l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Quels sont les scénarios envisageables? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées par des experts et des hommes politiques de haut niveau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois le professeur Pierre Alaka. Bonjour. Bonjour Cédric, merci de m'avoir invité. Cela faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu sur la scène médiatique. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'avais pris un congé volontaire. Je précise que vous êtes professeur, expert en fiscalité, analyste également sur les questions politiques et les questions d'ordre économique. Merci d'être avec nous ce dimanche. Sur le plateau de droit de réponse, Edmond Cambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufélé. Je renouvelle mes amitiés et mon affection aux téléspectateurs fidèles de cette émission. Vous êtes consultant sur droit de réponse et l'un des éditorialistes pour le quotidien La Nouvelle Expression. Sur le plateau de droit de réponse ce dimanche, un militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, représentant le MRC ses alliés, Angélbert Lebon d'Achua. Angélbert Lebon, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Je m'en voudrais de démarrer cette émission sans présenter mes sincères condoléances à un très grand combattant pour un Cameroun nouveau,
qui s'appelle Raoul Fotso, qui a perdu son épouse et son bébé sur un lit d'accouchement. Je lui envoie ici tout mon soutien et je lui souhaite beaucoup de courage. Après vous, Gilbert Lebon d'Achua, sur le plateau de droit de réponse, le communicant du RDPC, le parti au pouvoir, il est également avocat au barreau du Cameroun. Maître Georges Tegen, bonjour. Bonjour, bonjour aux autres copanélistes, bonjour à vos milieux de téléspectateurs, c'est un plaisir d'échanger avec vous, merci de m'accueillir. Sur le plateau de droit de réponse, première escale de cette émission, avec vous, professeur Pierre Alaka, les propos du porte-parole du gouvernement en début de semaine, le ministre de la Communication, indique qu'il n'y a aucune négociation officielle avec les séparatistes anglophones. Il précise que les informations qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état de négociations entre les leaders séparatistes en instance de jugement et une délégation du gouvernement camerounais, cela n'est pas conforme à la réalité. Des propos qui interviennent après des informations que Equinox a relayées concernant les contacts préliminaires entre séparatistes et une délégation conduite par le directeur en charge de la recherche extérieure. Comment vous appréciez cette sortie du gouvernement concernant les contacts qui ont eu lieu entre les séparatistes et le gouvernement camerounais? Cédric Nofélé, vous savez, le ministre de la Communication est dans son rôle. Mais ce que je peux regretter, c'est qu'un tel communiqué serait valable si les insurgés étaient des étrangers. Mais lorsqu'il s'agit des Camerounais qui font partie du Cameroun et qui ont posé depuis déjà 4 ans un problème, même si on a résolu des problèmes qu'ils n'avaient pas posés, et s'il arrive que des négociations qui ont toujours été réclamées commencent à se passer, je ne vois pas l'intérêt d'un tel communiqué. Ce communiqué remet de l'huile au feu. Pourquoi, selon vous, il remet de l'huile sur le feu? Mais il remet de l'huile sur le feu parce que, je l'ai toujours dit, un conflit interne doit être ramené dans le cadre familial. Et on dit que le linge sale se lave en famille. Et lorsqu'on regarde les choses sur le plan étatique, on a l'impression de penser qu'il y en a qui appartiennent à cet État et d'autres non. Or, dans le cas du conflit du Nozo avec les séparatistes, entre guillemets, parce qu'au départ, il faut noter qu'ils n'étaient pas séparatistes, ils le sont devenus face toujours à l'arrogance de notre gouvernement. Et ça, je pèse mes mots parce qu'on a dit que l'État ne négocie pas avec les séparatistes. Moi, je ne pense pas que ce sont des séparatistes. C'est dans le cadre d'une famille, je ramène toujours ce genre de problème dans le cadre familial. Dans le cadre d'une famille, lorsqu'il y a 2 frères sur 10 qui ne sont pas contents sur le partage de l'héritage ou sur la gestion de l'héritage commun, hein, le but n'est pas d'envoyer les 8 autres aller les tabasser. Le but, c'est d'appeler les 2 qui veulent partir, comme dans la Bible, le berger avec ses moutons, un qui s'égare, il mobilise le troupeau, il va le rechercher. Moi, je crois qu'il faut aller le rechercher, non pas avec le bâton, mais en l'appelant tout doucement avec des herbes pour qu'il puisse revenir à la maison et que la sérénité revienne. On va en parler justement dans l'émission professeur Pierre Alaka. J'aimerais maintenant à présent demander à Edmond Kangia l'analyse qu'il fait de ce premier paragraphe de la mise au point du porte-parole du gouvernement camerounais. Quand le ministre René Emmanuel Sadi indique que les informations diffusées sur les réseaux sociaux ne sont pas conformes à la réalité. Informations qui feraient état, selon son communiqué, des négociations entre les séparatistes et le gouvernement camerounais. Qu'en est-il réellement, Edmond Kangia? Oui, c'est important de revenir sur la mise au point du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, au sujet de la rencontre qui s'est tenue le 2 juillet dernier à Mvolié, à Yaoundé. Voici ce qu'il dit exactement dans son communiqué que Cameroun Tribune a publié dans son édition du mardi 7 juillet 2020 en page 3. Le communiqué est daté Yaoundé 6 juillet 2020. Voici le début du communiqué du ministre René Emmanuel Sadi, qui dit exactement: le gouvernement de la République porte à la connaissance de l'opinion que l'information diffusée dans les réseaux sociaux sur la tenue le 2 juillet 2020 de négociations entre une délégation gouvernementale et des sécessionnistes en instance de jugement n'est pas conforme à la réalité. Il y a 2 choses au moins qu'il faut retenir de cette phrase.
il parle de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les informations diffusées sur les réseaux sociaux. Il ne parle pas des informations publiées par la presse. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. Et la deuxième chose, c'est que ces informations diffusées sur les réseaux sociaux concernant des négociations entre la partie gouvernementale et les sécessionnistes ne sont pas conformes à la réalité. Sur le premier point de cette phrase, quand il parle de réseaux sociaux, et il ne parle pas de la presse, cela signifie qu'il reconnaît l'information, la bonne information qu'Equinox a publiée sur la tenue effective d'une rencontre le 2 juillet 2020 à Yaoundé. Parce que dans cette phrase, le ministre de la Communication ne nie pas et ne contexte pas la tenue de la rencontre. Il contexte plutôt les informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux et non pas par la presse, relatives à la rencontre qui s'est déroulée entre la partie gouvernementale et les sécessionnistes. Quand il dit que ce n'est pas conforme à la réalité, c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas eu négociation au cours de cette rencontre. C'était les premiers contacts entre la partie gouvernementale qui était dirigée par le patron de la DGRE et son équipe et les sécessionnistes qui avaient à leur tête Ayuk Tabé Sissikou et ses camarades. Ils étaient 9 au total. Une partie des sécessionnistes qui sont à la prison principale de Kondengui et d'autres qui sont à la prison centrale de Kondengui. Et avant, je ne sais pas si tu permets que j'aille sur la deuxième phrase pour expliquer l'esprit dans lequel le communiqué a été formulé. Je vous en prie, Edmond, allez-y. Oui, la deuxième phrase, celle qui suit immédiatement la première, dit ceci. Le gouvernement réaffirme sa disponibilité à rechercher des solutions pacifiques à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, notamment par le dialogue. Il n'est par conséquent ouvert aux différents contacts. Cela signifie que, comme nous le disions tout à l'heure, le gouvernement non seulement ne nie pas la réalité de la rencontre, mais réajuste la nécessité pour le gouvernement de dialoguer avec les sécessionnistes et envisage même dans cette formulation le fait qu'il reste ouvert aux différents contacts qui en réalité ont commencé le 2 juillet 2018. Ce qu'il faut en réalité retenir de cette sortie, c'est qu'il y a eu sur les réseaux sociaux un certain nombre d'informations qui ont été publiées à l'issue de la rencontre. Et parmi ces réactions, il y a eu des posts d'Ayuk Sissikou et d'autres camarades qui faisaient partie de cette rencontre, et même d'autres sécessionnistes qui sont à l'extérieur du Cameroun, notamment la diaspora, qui a réagi par rapport au poste d'Ayuk Sissikou. Mais ce qu'il faut également retenir, c'est que l'esprit dans lequel le communiqué est formé montre à suffisance que le gouvernement est dans une situation où on peut comprendre et lire en filigrane les enjeux autour de cette rencontre au sein du gouvernement. Ça signifie qu'il y a des clans et des réseaux qui s'affrontent au sein du gouvernement par rapport à la dite rencontre. Justement, on va les identifier, ces clans et ces réseaux, mais j'aimerais ici avoir la réaction d'Angélbert Lebon Ndachwa dans la presse camerounaise après la mise au point du porte-parole du gouvernement. D'aucuns ont estimé qu'il y a un embarras de la part du pouvoir. Les journaux d'expression anglaise se sont interrogés. Où est donc la vérité entre les leaders séparatistes qui estiment qu'ils ont bel et bien entamé des discussions avec le gouvernement pour un cessez-le-feu, et de l'autre côté, le porte-parole du gouvernement qui donne le sentiment à certains Camerounais qu'il n'y a aucune négociation officielle. Quel est votre regard dessus, Angélbert Lebon? Moi, je pense d'abord sur le communiqué. Je trouve ce communiqué d'une maladresse effroyable. C'est même un communiqué inopportun. Je ne comprends pas pourquoi, 4 ans après une guerre, que nous soyons aujourd'hui en train de rechercher des solutions de sortie de crise, qu'il y ait effectivement, selon les déclarations de M. Ayuk Tabé, qu'il y ait eu des rencontres pour pouvoir définir le cadre dans lequel on aurait éventuellement un dialogue prochain. Cette rencontre s'est tenue. Ayuk Tabé est vivant, il communique avec des gens, c'est lui qui a rendu la rencontre officielle et publique. Je comprends que les gens soient aujourd'hui un peu embarrassés, comme vous avez dit. Et qu'est-ce qui pourrait les embarrasser dans ce contexte? C'est parce que depuis 4 ans,
ils avaient choisi, ils avaient opté pour une solution militaire qui jusqu'à présent n'a pas marché, ne marchera même jamais. Et moi je dis, il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on s'est trompé. La seule solution de sortie de crise est une solution politique. On l'a dit. Solution politique qui passerait bien évidemment par un dialogue inclusif, sincère et franc. Voilà. Je comprends qu'ils soient embêtés parce que 4 ans après des solutions militaires, rien n'a marché. Mais il n'y a pas de honte, comme je dis. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on s'est trompé et envisager des solutions efficaces pour pouvoir sortir de crise. Après vous, Angelbert, Maître Georges Teghem, pourquoi ce déni du gouvernement sur la réalité des contacts préliminaires entre les mouvements séparatistes, une délégation conduite par le directeur en charge de la recherche extérieure, les services secrets du Cameroun? Pourquoi il y a ce déni de la réalité de ces contacts entre leaders séparatistes et le gouvernement camerounais? Écoutez, moi je pense que tout c'est dans l'intérêt de la paix. Le gouvernement de la République est au service de la paix. Le gouvernement de la République est au service d'un Cameroun uni et indivisible. Il me semble que le ministre de la Communication a communiqué, ce qui me paraît normal, parce que c'est le porte-parole du gouvernement, sa position est celle du gouvernement de la République. Et j'entends des clans au sein du gouvernement, peut-être les connaissez-vous, mais moi, le porte-parole du gouvernement, c'est le ministre de la Communication. Lorsqu'il communique, c'est la position du gouvernement de la République. Le gouvernement de la République réitère sa volonté d'aboutir à un règlement négocié. Je voudrais faire observer que j'ai entendu M. Ndachwa indiquer tantôt qu'on a choisi dès le début une option militaire. Moi, je pense que sa position n'est pas tout à fait exacte à la réalité. Parce que le président de la République, il me souvient lorsqu'il y a eu même des événements ici à Daïdo, il y a eu un problème et à l'occasion de la cérémonie des vœux à la présidence de la République, il avait rencontré M. Jean-Jacques Kindi. Et il lui avait posé le problème, il s'était entretenu avec lui du propre aveu de M. Kindi. Il lui avait dit il faut régler ce problème de Daïdo. Et lorsque la crise anglophone a commencé, il me semble que le président de la République a mandaté là-bas le ministre Gaga Amanadji. Il a mandaté là-bas, je pense que le cardinal Toumi, et il a mandaté là-bas pour régler toujours sur le terrain pacifique le Premier ministre chef du gouvernement. Et dès que l'actuel Premier ministre chef du gouvernement a pris les fonctions, il s'y est rendu et a indiqué la volonté du gouvernement de dialoguer. Il faudrait ici saluer également les efforts du gouvernement et saluer l'effort d'Equinox Télévision. Voyez-vous, il faut le dire, il y a quelques jours, un ministre de la République était à Equinox Télévision. C'est un effort considérable. C'est un effort d'Equinox Télévision que nous saluons et nous voulons inviter Equinox Télévision. Nous savons qu'ils savent bien ce qu'ils doivent faire, mais nous voulons les inviter à poursuivre dans cette voie pour accompagner le gouvernement à régler cette crise. Parce que le ministre Tasson, lorsqu'il vient sur Equinox Télévision, il parle en langue pour parler aux destinataires du message, avec une langue qui leur est propre. Pour nous, c'est un discours républicain, c'est un dialogue républicain, c'est conforme au pacte républicain que nous défendons, c'est conforme au pacte que le gouvernement de la République s'est doté, c'est conforme à l'esprit patriotique qui doit animer chacun d'entre nous. Je vais dire ce que j'ai toujours dit, c'est une crise camerounaise. Le Cameroun a ses problèmes comme d'autres pays et il appartient au Cameroun de les régler en sollicitant l'accompagnement des autres. Je vais, pour terminer, indiquer que également il y a eu un problème d'un journaliste assassiné. Le gouvernement de la République a mandaté ici un porte-parole de l'armée. L'armée qui habituellement est plutôt caractérisée par ce qu'on appelle la grande muette et le secret défense. Je parle sous le contrôle d'un professeur d'université. Le secret défense est de mise et opposable même au ministère public. Nonobstant cela, le gouvernement de la République est venu communiquer par le porte-parole du ministère de la Défense qui a utilisé Equinox Télévision. Et je loue encore cet effort d'Equinox Télévision pour sa à l'œuvre de construction de notre pays, pour l'esprit patriotique qui anime ces journalistes. Et je souhaite que cela se poursuive dans le cadre d'un règlement pacifique de cette crise qui nous oppose depuis quelques années. Allant dans ce règlement pacifique, Maître Georges Teghem, le propos du ministre de la Communication suscite la controverse. D'aucuns estiment qu'il y a un déni de l'attitude du gouvernement, dans l'attitude du gouvernement. Au regard des contacts préliminaires qui ont eu lieu, pourquoi le gouvernement refuse de s'exprimer en disant « oui, nous avons eu des contacts avec ces leaders du mouvement séparatiste dans la perspective d'aller vers un règlement pacifique du conflit ». Le sentiment qui se dégage au sein de l'opinion publique nationale et internationale, c'est que le gouvernement n'a pas accordé du crédit à ces contacts, aux contacts préliminaires qui ont eu lieu entre Sisiko Ayoub Tabé et une délégation mandatée pourtant par le chef de l'État. J'ai déjà fait observer que c'est dans l'intérêt de la paix.
Lorsque l'on recherche la paix, il y a différentes méthodes de recherche de paix. Et lorsqu'il y a une crise comme celle-là, il y a plusieurs interlocuteurs. Vous le savez, que dans la zone, on ne peut même pas aujourd'hui dire que l'interlocuteur crédible, c'est M. Sissoko. Il y a tellement de clans qui se sont formés, on ne sait pas exactement à qui on a affaire, puisqu'on a une nébuleuse en face, qu'on ne maîtrise pas. Et moi, je pense que pour ne pas créer des conflits inutiles, le gouvernement de la République a rappelé sa volonté de dialoguer avec toutes les parties prenantes, y compris entre les Camerounais, pour trouver un règlement à cette crise. Moi, je pense que ce gouvernement, ce communiqué est, si vous voulez, publié conformément au vœu du gouvernement d'aboutir à un règlement négocié et éviter des conflits qui pourraient naître à l'occasion d'un éventuel ou alors d'une éventuelle rencontre qui aurait eu. Moi, je parle au conditionnel parce que le ministre aussi s'est exprimé au conditionnel. Moi, il me semble que dans son communiqué, il dit que ce n'est pas conforme à la réalité, c'est-à-dire que s'il y a eu quelque chose... Mais il n'a pas expliqué la réalité. La réalité est expliquée en dessous, puisqu'il dit le gouvernement réitère sa volonté d'aboutir au dialogue. Le communiqué est là, c'est expliqué en dessous. Il est très clair. Le gouvernement réaffirme sa disponibilité à rechercher des solutions pacifiques à la crise anglophone nord-est et sud-ouest, notamment par le dialogue. C'est-à-dire que l'esprit du dialogue qui a commencé au départ, y compris avec les syndicats d'enseignants et les représentants de l'Ordre national des avocats au barreau du Cameroun, l'esprit du dialogue perdu jusqu'à ce jour. Il me semble que la position de prudence observée par le ministre de la Communication dans son communiqué est conforme à ce que le gouvernement recherche, c'est-à-dire une paix durable dans les régions administratives du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Après vous, Maître Georges Teghem, professeur Pierre Alaka, une position de prudence qui justifierait ce communiqué du porte-parole du gouvernement. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Mais moi, je ne vois pas d'où viendrait la prudence. Je suis parfaitement d'accord que, au fond, à l'arrivée de la lecture ou de l'écoute de ce communiqué, on se rend compte qu'il y a une volonté de dialogue qui a été sollicitée depuis très longtemps et qui commence à voir le jour. Et Georges me fait une impression extrêmement importante dans la mesure où les représentants du RDPC que nous avons l'habitude d'écouter manquent parfois d'objectivité, mais je reconnais que, c'est vrai, c'est un avocat, je reconnais que ce qu'il dit est fondamental. La paix n'a pas de prix. Alors pourquoi il faut être prudent lorsqu'on veut rechercher la paix dans une famille? La prudence n'a pas de sens. Il faut reconnaître qu'on s'est trompé à un moment donné, parce qu'au début, on a écouté quand même des discours assez violents de part et d'autre. Et ça, ce n'était pas valable dans le cas d'un conflit interne. Et aujourd'hui, le ministre de la Communication doit être capable de dire, eh bien, Camerounais, il y a qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer dans la guerre, c'est entre nous que le conflit se situe. Nous allons engager des négociations avec les uns et les autres, même si nous reconnaissons que dans le terrain des combats, il y a beaucoup de factions et on va y aller par élimination. Nous commençons par Ayoub Tabé, qui est plus proche de nous parce que incarcéré, facilement retrouvable. Eh bien, on va y aller. Que les uns et les autres nous prêtent la main pour que notre pays retrouve la paix. C'est ce discours que moi je trouverais de mon point de vue extrêmement audible de la part des uns et des autres pour que notre pays retrouve cette paix tant recherchée. On ne peut pas accepter un pays qui déjà est violenté par la crise économique, qui n'a pas cessé de nous ténailler l'économie, par des crises de part et d'autre à l'Est, à l'extrême nord, et accepter encore qu'une partie du pays se détache, créer un autre conflit interne à l'intérieur du pays pour appuyer ce que j'ai dit. Non, le gouvernement doit arriver à un stade où il faut parfois faire le mea culpa. Et je suis parfaitement d'accord avec M. Dachua qui dit qu'il y a des factions à l'intérieur du gouvernement qui pensent que la paix doit être retrouvée par les armes pour empêcher prochainement une éventuelle récidive dans un autre coin de la République. Non, ce n'est pas ça. Après vous, professeur Pierre Alaka, Edmond Kambia a mené ses investigations au sein du Sérail pour identifier ces clans qui se formeraient pour empiéter sur le processus allant vers la paix durable dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce qui expliquerait la mesure de prudence
de la part du porte-parole du gouvernement, Edmond Kambia. Quels sont ces clans qui se forment après l'annonce des contacts préliminaires entre les mouvements séparatistes conduits par Sissoko Ayoutabé et la délégation camerounaise conduite par le directeur en charge de la recherche extérieure, les services secrets du Cameroun? Il y a effectivement plusieurs réseaux et clans qui se forment, qui existent au sein du gouvernement en relation avec le problème anglophone qui s'est transformé en crise anglophone et en guerre civile dans le nord-ouest et le sud-ouest. La formulation même du communiqué du ministre René Sadi nous montre bien qu'il lui était plus simple pour lui de dire qu'il s'est bel et bien tenu une rencontre le 2 juillet dernier à Yaoundé. Mais le fait d'utiliser des circonlocutions, une expression qui peut susciter des malentendus, et comme ça suscite effectivement la controverse, montre son souci de protéger les clans qui s'affirment, qui ont des enjeux à défendre au sein de cette crise, de cette question qui est devenue une guerre. Donc, c'est vraiment le diplomate qui a écrit ce communiqué. Parce que là, il essaie de ménager les différents clans et réseaux au sein du gouvernement sur cette question-là. Et c'est dans la deuxième phrase que je vais vous lire, que vous comprendrez pourquoi il y a effectivement des clans. Il dit, il est par conséquent ouvert, c'est-à-dire le gouvernement, il est par conséquent ouvert aux différents contacts, initiatives et propositions allant dans le sens du respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Cameroun. Quand il parle des différents contacts, initiatives et propositions, c'est parce que René Emmanuel Sarr dit très bien que dans le passé, il y a eu des initiatives, et notamment même des initiatives encouragées par le gouvernement, notamment l'initiative suisse, dont on ne parle plus beaucoup. Et il y a un clan au sein du gouvernement qui parraine l'initiative suisse, qui avait permis d'ouvrir à travers la médiation suisse une opportunité de dialogue entre une partie de la délégation gouvernementale et des responsables de la diaspora qui étaient les représentants des branches politiques de certains mouvements sécessionnistes. Donc au sein du gouvernement, le premier clan, c'est celui-là qui, au sein de la présidence, je ne vais pas donner le nom, il y a un clan au sein du secrétariat général de la présidence de la République, parraine l'initiative suisse, et qui ne comprend pas qu'on n'ait pas pu continuer avec l'initiative suisse, et qui a des réserves et des appréhensions au cas où on oublierait la médiation suisse au profit d'autres types de négociations. Ça, c'est le premier clan. Donc, René Emmanuel Sadi ménage cette initiative qui a commencé et qui ne s'est pas poursuivie. Le deuxième réseau est constitué de ce que l'on pourrait qualifier des faucons du gouvernement. C'est-à-dire des membres du gouvernement qui, depuis le début de la crise, ont toujours nié la réalité du problème anglophone. Qui ont nié ce problème qui s'est transformé en crise anglophone, qui ont nié le fait que si cette crise anglophone n'est pas résolue de manière pacifique, on va arriver à la guerre. Aujourd'hui, ces faucons du gouvernement sont là. Ils sont connus. Ce sont ceux qui ont toujours dit on ne négocie pas avec les terroristes. Il n'y a pas de problème anglophone. Je ne vais pas donner de nom, mais ils sont connus. Quand je décris ainsi le mode de fonctionnement de ce clan et réseau, il y a plusieurs ministres au sein du gouvernement qui ont dit il n'y a pas de problème anglophone, il n'y a pas de crise anglophone, mais je peux quand même, parce qu'il faut rester dans la réalité des faits par rapport aux déclarations qui ont été formulées par certains ministres. Le ministre de l'administration territoriale fait partie des faucons du gouvernement qui ont dit qu'il n'y a pas de problème anglophone. Et on a eu l'occasion, sur le terrain, comme dans ces différentes rencontres avec la presse, il a toujours nié la réalité du problème anglophone. Laurent Esso a nié, le ministre de la Justice, Badesso, a nié l'existence du problème anglophone. Le troisième de ce clan, qui a nié le problème anglophone, lorsqu'il était ministre porte-parole du gouvernement, s'appelle Issa Chiroma. Mais, à son corps défendant, c'est le seul de ce camp qui, à un moment donné, a dit « Je présente mes excuses, je reconnais. » Et c'était dans une interview, ici, à La Vérité en face, à Equinox Télévision, il disait « Au début, je ne reconnaissais pas le problème anglophone, mais je réalise qu'avec l'évolution de la situation, il existe effectivement un problème anglophone, une crise anglophone, et il est important de résoudre pacifiquement ce conflit. » C'est le seul de ce camp des faucons qui a estimé
qui a évolué dans sa position. Il y a un troisième camp au sein du gouvernement qui ne s'affiche pas beaucoup, mais est très présente dans les manœuvres au sein du gouvernement qui visent à démontrer que ce sont eux qui sont les vrais élites et représentants des régions du nord-ouest et du sud-ouest et qui s'activent au quotidien pour que les solutions qui visent à régler pacifiquement le conflit n'aboutissent pas. Parce que si cette option de médiation, de dialogue réussit, parce qu'en cela ils se rejoignent des Faucons, ils n'auront plus voix au chapitre. Parce qu'ils estiment que eux, ils sont les représentants du gouvernement ou les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On les a souvent vus sur le terrain, par la force du décret. Ils estiment que par la force du décret, ce sont des membres du gouvernement également, ils estiment que par la force du décret, ils sont souvent envoyés sur le terrain pour s'adresser aux populations. Et ils estiment que cette représentativité-là va disparaître si le gouvernement donne voix au chapitre à ces négociations et à ces nouveaux arrivants que j'appelle les leaders des branches militaires ou politiques des sécessionnistes. Ce sont eux qui auront voix au chapitre et ils vont disparaître de la scène. Donc voilà, de manière globale, les trois camps qui se forment au sein du gouvernement, c'est-à-dire ceux de la médiation suisse, les Faucons, et ceux qui sont devenus importants dans le nord et le sud-ouest à la force du décret. Et j'ajouterai à ce troisième camp les nouveaux élus. Les nouveaux élus par les élections législatives et municipales des dernières élections dans le nord et le sud-ouest. Mais en disant que ceux-là ont très peu de chance en termes de légitimité parce que le Conseil constitutionnel lui-même a reconnu la non-existence de véritables élections dans le nord-ouest et du sud-ouest. Voilà brossé de manière succincte les trois clans au sein du gouvernement qui s'affrontent en termes d'enjeux. Et les enjeux sont pluriels. Ils sont financiers, ils sont politiques, ils sont diplomatiques pour rester et consolider leur position de pouvoir dans le cadre de la perspective de la guerre de succession que nous connaissons et qu'un parti politique a dénoncé comme étant la menace du gré à gré. Après vous, Edmond Kamgia, Engelbert Lebon-Dacho, au regard de ces conflits qui existent au sommet de l'État et qui pourraient impacter sur le processus de paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, les Camerounais ont vu également une autre initiative, celle du professeur Maurice Kamto, qui dans un tweet avait déjà interpellé l'ONU afin que la France, qui en est un membre du Conseil de sécurité de l'ONU, puisse agir pour amener le gouvernement camerounais sur la table des négociations. Est-ce que cela, entre le tweet du professeur Maurice Kamto, les actions qu'il a menées et ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, est-ce que cela est conforme aux initiatives que vous avez impulsées au sein du MRC? Sur ce sujet, nous, on a toujours été constants. Et le professeur élu Maurice Kamto avec. Je vais vous dire que le 27 mai 2019, pendant que M. Maurice Kamto est incarcéré, il fait un ensemble de propositions du fond de sa cellule. Et ces propositions étaient toutes simples. C'est-à-dire que tout le monde constatait que le grand dialogue national tel qu'il s'est déroulé, c'était de la poudre aux yeux. On a insisté pour un nouveau dialogue inclusif. On a insisté pour un cessez-le-feu. On a insisté pour la libération de tous les prisonniers qui ont été arrêtés dans le cadre de cette crise. On a demandé une amnistie pour les prisonniers condamnés dans le cadre de cette crise et un ensemble d'autres mesures qui passaient par des assistances humanitaires, par de la reconstruction. Mais on a un gouvernement qui passe plus du temps à faire du vaudou qu'à penser à la vie des Camerounais. Doit-on préciser une fois de plus ici que la crise anglophone, ça fait 4 ans. La crise anglophone, c'est des milliers de morts. La crise anglophone, c'est des millions de déplacés. La crise anglophone, c'est une zone aujourd'hui dans le naufrage économique. Vous savez, un conflit, c'est un affrontement entre acteurs collectifs.
Ça peut se jouer soit sur des statuts, ça peut se jouer soit sur des valeurs, sur des pouvoirs ou sur des ressources rares. Mais l'objectif étant bien que les partis s'affrontent pour se neutraliser, à la limite même éliminer l'autre parti. Mais le constat est clair. Voilà des Camerounais qui s'affrontent tous les jours. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il a un avantage particulier sur un autre. La situation est dans un imbroglio que l'on ne pourrait pas aujourd'hui qualifier véritablement. Donc il est temps, et on le dit toujours, il est temps que les Camerounais se mettent autour d'une table pour régler cette crise. Mais c'est Edmond qui a dit quelque chose d'important tout à l'heure. Il a parlé de faucons. Moi, je les appelle, c'est les seigneurs de la guerre. Cette guerre profite à de nombreuses personnes qui ne souhaitent pas la voir arrêtée. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont aucun souci pour le sang des Camerounais versé tous les jours depuis 4 ans. Ce qui les intéresse, eux, c'est défendre leur position et démontrer qu'ils avaient raison pour une solution militaire adoptée dès le départ, même si M. Tegem ne veut pas l'accepter. Mais pourtant, on a vu ces membres du gouvernement tous être mobilisés aux côtés du président de la République pour aller dans le nord-ouest et sud-ouest, à la fois pour distribuer des denrées alimentaires dans le cadre de ce projet d'assistance humanitaire, mais également pour apporter des réponses sur le plan judiciaire aux préoccupations posées par les différentes corporations existantes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce que cela ne traduit pas cette volonté de la part de ces ministres, membres du gouvernement, d'aller dans le sens d'une paix durable dans ces régions? Non, j'y crois pas du tout. Vous savez, il y a des actions et des solutions cosmétiques. Ils n'y croient pas eux-mêmes. Ils n'y croient pas. Ils ne croient pas aujourd'hui à un dialogue. Mais comme on est dans un conflit, ce qui ramènera les gens à la table, surtout le gouvernement, parce que du côté des belligérants, on a bien vu depuis très longtemps, que ce soit à travers Ayuk Tabé, que ce soit à travers les manches au Bibixi, que ces gars aujourd'hui tendent la main. Ils ont tendu la main il y a longtemps, mais le gouvernement n'a jamais voulu prendre cette main. Le chef de l'État leur a demandé de déposer les armes et de rentrer dans le comité de désarmement, démobilisation et réintégration. C'est la voie que le chef de l'État a tracée pour ces groupes armés séparatistes. Est-ce que ce n'est pas aussi là, aussi un geste de la part du pouvoir en place? Non, mais ça c'est de la charrue avant les bœufs. Vous demandez à quelqu'un avec qui vous êtes en conflit armé de déposer les armes, vous lui avez dit quoi pour qu'il dépose les armes? Vous lui demandez de déposer les armes pour aller rejoindre un DDR. Le DDR pour lui c'est quoi? Il vous a posé un problème. Il a malheureusement pris des armes, ce que nous avons tous condamné. Qu'est-ce qu'on lui dit aujourd'hui pour qu'il dépose les armes? On ne peut avoir des solutions efficaces que si tout cela est encadré dans le cadre d'un dialogue. C'est le b.a.-ba, c'est le préliminaire. Au nom de quoi est-ce qu'ils vont déposer les armes? Nous avons condamné évidemment le fait qu'ils aient pris les armes. Mais il faut bien, pour qu'on arrive aujourd'hui à des solutions de paix, il faut, et je vais le dire, peut-être des milliers de fois s'il le faut, il faut un dialogue. Et c'est le prof tout à l'heure qui parlait. Il disait, il est temps, franchement, qu'on apaise nos cœurs, qu'on se dise, cette guerre, cette sale guerre n'a que trop duré. À un moment donné, il faut qu'on fasse le constat que personne ne gagnera à ce rythme. Mais c'est tout le Cameroun qui perdra. C'est des Camerounais qui mourront. C'est une partie de notre pays qui sera immobilisée. Allez aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest, les gens vivent avec la peur dans le ventre. Ils vivent avec la peur dans le ventre. Vous vous imaginez, vous, dans votre pays, ne plus être à l'aise dans une région? Il est aujourd'hui, pour moi, et pour beaucoup de Camerounais que nous sommes, dangereux d'aller dans ces zones. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête et qu'on n'en soit pas seulement au discours, comme j'entends M. Tegem dire des choses depuis très longtemps. Vous voyez, le ridicule a été poussé plus loin. C'est-à-dire que ces mecs viennent aujourd'hui de mettre sur pied
ce qu'ils ont appelé une commission de reconstruction. Et je vois un certain monsieur, je ne sais pas, il s'appelle Tazon, Takwa, Tassan, machin, se balader partout. Mais comment vous pouvez reconstruire en temps de guerre? Vous pensez que ces gens-là ont encore de la logique dans leur tête? Mais c'est quand même incroyable. Vous allez reconstruire quoi en temps de guerre? On arrête la guerre, on trouve des solutions de paix, et nous avons le temps de reconstruire, même si c'est reconstruit dans l'urgence. Quel est l'intérêt d'aller reconstruire une école qui a été brûlée hier? La guerre est toujours en cours. Qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, que cette école soit à nouveau brûlée? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je veux dire que ils n'ont pas, jusqu'à présent, compris qu'ils sont en train de perdre la main dans cette guerre. Ils font du saupoudrage, comme j'appelle souvent, pour gagner du temps, en espérant que militairement, ils arriveront à neutraliser les rebelles. Ce qui aujourd'hui, tout comme tout le monde constate, ce qui jusqu'à présent n'est pas fait. Après vous, en Gilbert Le Bondatoire, Maître Georges Teguem, pourquoi certains ministres du gouvernement de la République freinent des quatre fers les initiatives visant à aller vers une paix durable dans le nord-ouest et le sud-ouest? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à être dans l'option militaire privilégiée alors que tous les Camerounais souhaitent un dialogue inclusif avec ces mouvements séparatistes pour aboutir à une paix durable? D'abord, je voudrais faire observer à M. Ndachwa que vous n'avez pas le monopole du cœur. Dieu seul sait que nous aussi, on aime les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Le gouvernement de la République... Ça ne se voit pas beaucoup. Hein. Le gouvernement de la République aussi. M. Ndachwa, nous avons mis en place une série de mesures, une batterie de mesures pour montrer notre esprit patriotique, notre volonté d'aboutir à un règlement négocié de cette crise. Pour quel résultat? Dès le début, je ne vous ai pas interrompu, je comprends pourquoi si à chaque fois je dois vous répondre, c'est un problème. Je pensais que vous me diriez taisez-vous quand je parle. Non, écoutez, je n'ai pas le droit de le dire. Messieurs. Maître Georges Teguem, je suis très respectueux, M. Ndachwa, sauf que moi je ne vous ai pas interrompu, vous êtes en train de... Vous avez la parole, Maître Georges Teguem, allez-y. Je voudrais quand même indiquer que je suis surpris d'apprendre à l'occasion de ce débat qu'il y a des clans au sein du gouvernement. Je ne suis pas informé de cela. J'avoue que je l'apprends à l'occasion de ce débat. Ce que je sais, c'est qu'un gouvernement, c'est la solidarité gouvernementale. Un gouvernement, c'est une équipe. Et le gouvernement de la République a un porte-parole. Il a communiqué, c'est la position du gouvernement de la République. Il n'y a pas une autre position du gouvernement de la République. Vous avez notamment, je ne sais pas, M. Ndachwa, je pense, ou alors votre consultant, le consultant, a évoqué des ministres et les a nommés. Je voudrais faire observer qu'en ce qui concerne le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, il a fait traduire les actes uniformes en anglais, démontrant sa volonté de régler un problème qui était posé. Oui, parce que c'était un problème qui était posé au départ. Il a mis en place, ou alors il a participé à l'œuvre de mise en place de la section spécialisée à l'ENAM, et il a mis en place une section judiciaire de common law à la Cour suprême. Il me semble que dans son domaine, il a démontré sa volonté d'aboutir à un règlement négocié de la crise par des actes concrets. En ce qui concerne le ministre Atangandji, moi je sais que c'est l'un des rares ministres qui s'est rendu pratiquement chaque mois. Et pour moi, c'est un monsieur qui est très volontaire, il veut régler un problème. On peut interroger ses méthodes, parce que comme toute œuvre humaine, elle n'est pas parfaite. Il a forcément des endroits où il peut s'être trompé. Mais moi, je pense que lorsqu'on discute des êtres humains, j'ai fait toujours très attention parce que je sais que même moi qui parle aujourd'hui, je peux me tromper. Et je sais que dans la vie, lorsqu'on parle d'un être humain, il ne faut toujours pas le prendre dans un jour qui n'est pas le sien. Parce que c'est la plus grave insulte qu'on peut faire à l'être humain, c'est le prendre dans un jour qui n'est pas le sien. Lorsque vous êtes dans un jour qui n'est pas le vôtre, vous pouvez avoir un propos qui est un peu excessif, mais il faudrait que l'on pense plutôt à ce que vous aviez dit un autre jour pour aboutir à un règlement négocié de cette crise. Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est que nous ne sommes pas ici pour venir dire le professeur élu ou je ne sais pas ce que j'ai entendu là tout à l'heure. Pour nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que le dialogue se poursuive, que nous, ici, sur ce plateau, lorsque nous communiquions, que dès qu'un mot de notre communication peut remettre en cause l'unité nationale et l'intégrité du territoire, que chacun d'entre nous observe une certaine réserve. Parce que, voyez-vous, c'est un esprit patriotique qui doit nous animer. Lorsqu'on me dit que les gens du Nord-Ouest qui ont décidé de faire la guerre, d'abord, moi je ne pense pas que ce soit une guerre, je pense que c'est une crise entre Camerounais, parce que le mot guerre pour moi est un peu excessif. Je pense que c'est une crise entre Camerounais qu'il nous appartient entre nous de régler. Lorsque l'on me dit que pourquoi le gouvernement a mis le CNDDR alors qu'il y a la guerre,
Je dis, mais ça c'est un pas vers le règlement de la crise. Les autres qui sont également camerounais, dans un élan patriotique, ils devaient aussi, comme certains l'ont fait, et d'ailleurs très nombreux, ils ont intégré le CNDDR, et ça coûte à l'État du Cameroun qui est en train de travailler pour les réinsérer dans la société. Donc, croyez-moi, si le gouvernement seul prend des initiatives, et qu'en face, il n'y a pas d'initiative allant dans le même sens, il est difficile de régler la crise. Si le président de la République, malgré sa volonté, d'ailleurs, c'est un devoir républicain qu'il a, puisque de par la Constitution, il doit assurer, il a le devoir de veiller sur l'intégrité du territoire. Et il l'a même dit à l'occasion de ses discours que la préservation de l'intégrité du territoire, c'est mon devoir et je le sais. Et il met en place une batterie de mesures. Maintenant, on nous dit, comme l'a dit M. Ndachwa tout à l'heure, dialogue, dialogue, dialogue. Monsieur, il ne suffit pas de faire des incantations. Le dialogue, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je voudrais faire observer, c'est le dialogue, M. Ndachwa. Et oui, monsieur, vous croyez que le dialogue, c'est quoi? C'est un dialogue républicain avec une approche participative. Ce que j'admire, c'est le sérieux avec lequel vous le dites. Mais monsieur, vous croyez que le dialogue... Excusez-moi, pour vous, le dialogue, c'est qu'on se réunisse à Yaoundé? Vous vous trompez, monsieur. Le dialogue est un construit. Je vous en prie, messieurs. Mais pourtant, M. Georges Tegem, il y a eu un grand dialogue national qui a été mis en place dans le souci de répondre aux préoccupations des populations du nord-ouest et du sud-ouest. 9 mois, 10 mois après, le gouvernement a des contacts préliminaires avec des leaders séparatistes qui auraient dû être à ce fameux grand dialogue national. Est-ce que là, vous partagez le point de vue de l'opposition qui estime que cela traduit l'échec de ce premier grand dialogue qui a eu lieu en fin septembre, début octobre 2019 ? Je ne partage pas votre point de vue. Et laissez-moi aller au bout, je vous dirai pourquoi. Je dis, dès le début de la crise, il y a eu des actes démontrant la volonté du gouvernement d'aboutir à un règlement par le dialogue. Le grand dialogue a été convoqué, des leaders ont été invités, ils ne sont pas venus. Le dialogue se poursuit. J'ai fait observer tout à l'heure qu'un ministre de la République est venu s'exprimer. S'il le fait, et s'il est même descendu, il a passé une semaine dans le nord-ouest, une semaine dans la région administrative du sud-ouest également. C'est parce qu'étant sur le terrain, il échangeait avec des gens sur le terrain. Il échangeait avec les chefs traditionnels, il échangeait avec les populations, il échangeait avec les autorités administratives. Et ça, c'est le dialogue. Le dialogue est un construit. Est-ce que vous avez suivi ce que les populations ont dit au ministre Tasson lors de sa descente dans le nord-ouest et sud-ouest? Elles ont indiqué que la priorité pour elles, c'est d'abord le retour à la paix. Dans ce contexte-là, la reconstruction doit être la première option, ou alors l'accélération des pourparlers entre les mouvements séparatistes et le gouvernement camerounais. Pour vous, quelles sont les priorités à l'heure actuelle pour arriver à ce cessez-le-feu? Le dialogue. Pas la priorité. La priorité, c'est le dialogue. C'est-à-dire qu'il faut poursuivre le dialogue qui a été initié au départ de la crise. Il faut continuer le dialogue. Et le ministre Tasson qui s'y est rendu, y aller pour sensibiliser les populations, c'est-à-dire échanger avec les populations, leur expliquer le bien fondé de la reconstruction. Parce que dans l'esprit de M. Tasson, et je pense que c'est dans l'esprit du gouvernement de la République, c'est en reconstruisant, on peut trouver des emplois à des jeunes. En reconstruisant, on peut réussir à mobiliser les personnes qui ont décidé de prendre les armes autour d'un idéal qui est la construction des régions du nord-ouest et sud-ouest. Il me semble que c'est une option qui est positive, qui va dans le bon sens, et le gouvernement de la République, fidèle à sa politique de dialogue dès le début, maintient sa position à travers le communiqué de monsieur le ministre de la Communication. Et je le répète, il n'y a pas au sein du gouvernement des clans ni des faucons. Le gouvernement est une équipe et ils ont pour obligation d'être solidaires. Et ce gouvernement de la République est solidaire, travaille sous la conduite du Premier ministre, avec la haute impulsion de M. le Président de la République, et il me semble que c'est un pas qui va dans la bonne direction. Nous souhaitons que le dialogue qui est permanent en République se poursuive, qu'il soit un dialogue républicain, avec un esprit patriotique qui doit animer tous les acteurs, y compris ceux qui sont dans la zone sécessionniste. Après, vous, M. Tegem, Angélbert, le bon d'actuel, la démarche expliquée par Maître Georges Tegem sur ce que le gouvernement fait depuis le début de la crise, mettant l'accent et privilégiant le dialogue, est-ce que vous êtes convaincu des démarches gouvernementales visant à aller vers un processus de paix dans le nord-ouest et le sud-ouest? Moi, ce qui me fait sourire, c'est que M. Tegem lui-même ne croit pas à ce qu'il dit. Comment ça? Il ne croit pas du tout à ce qu'il dit. Il me raconte comment chacun va en villégiature dans le nord-ouest à son tour. Il parle de dialogue. Il oublie qu'il y a eu un grand dialogue national organisé par la République exemplaire en construction à Yaoundé.
et que tout le monde peut faire le constat aujourd'hui que c'est un gros échec. Il ne parle pas beaucoup. Il y avait des recommandations, pas des résolutions, il y avait des recommandations à ce grand dialogue national. J'aimerais bien demander à M. Teghem aujourd'hui où est-ce qu'on en est avec ces recommandations du grand dialogue national. Non. Il doit comprendre une fois pour toutes, quand nous parlons de dialogue, ce n'est pas de l'incantation, c'est que nous avons identifié ce qu'il faut faire pour en sortir. Si l'on ne passe pas par un cadre concerté de dialogue, inclusif, de quelle paix vous allez aller discuter avec une réunion organisée au Palais des Congrès avec 90% de participants qui sont des francophones, pendant que Ayoub Tabé vient d'être condamné à vie, pendant que Mancho Bibixi est à Kondengui, vous allez parler de paix avec qui? Votre monsieur Tasson qui va au nord-ouest, c'est pour discuter avec qui? Il n'y a aujourd'hui aucun contact établi avec des branches armées sur le terrain. Ce n'est pas une histoire de population. On a des populations qui sont prises entre deux feux. C'est-à-dire le feu de l'armée républicaine et le feu des rebelles. Qu'est-ce que les populations vont y voir? Les pauvres, elles ne sont que prisonnières aujourd'hui. Quand on parle de dialogue, c'est d'aller discuter avec ceux qui aujourd'hui ont pris des armes. Du moins, des gens qui contrôlent ceux qui ont pris des armes. Je pense que M. Ayoub Tabé avait été condamné à vie simplement parce que le gouvernement de la République l'avait identifié comme le principal responsable dans cette crise. Si vous voulez résoudre la crise sans aller discuter avec eux, mais qu'est-ce que vous voulez? Non, M. Noufele, je dis, par rapport à ce que lui dit, il n'y croit pas. Mais c'est du cinéma. J'appelais ça du vaudou, ce qu'ils sont en train de faire. Mais ces mecs ne sont pas conscients. Et comme, je vais le dire autant de fois que je pourrai, que depuis 4 ans, c'est plus de 3000 morts. 1 million de déplacés. Allez ici à Bepanda, allez à Bonabéry. Des gens dorment 20 sur un lit. Ils dorment par terre, des déplacés. Aujourd'hui, le Cameroun vient d'être désigné, vient d'être pour la deuxième fois dans le cadre de cette crise anglophone. C'est le Conseil norvégien pour les réfugiés qui vient de classer la crise anglophone comme étant la crise la plus négligée au monde pour la deuxième année consécutive. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ces gens prennent conscience que le sang des Camerounais, même si ce n'est qu'un seul Camerounais, qui est versé sur le fait d'une incompréhension qui, au départ, était présentée comme une crise anglophone. Mais vous êtes surpris qu'on cite les noms, mais ces gens ont agi en public, M. Atangandi. Aller de plateau en plateau pour dire qu'il n'y a pas de problème anglophone. Et nous expliquer un ensemble de choses. On a eu un problème qui est devenu une crise. Même dans la crise, vous n'avez pas su gérer. Et aujourd'hui, c'est une guerre, je suis désolé. Vous ne voulez pas accepter l'expression, mais il n'y a pas un autre terme aujourd'hui pour désigner ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est une guerre, M. Teghem. C'est une guerre. Prenez-en conscience. Et la situation sécuritaire dans le nord-est et sud-ouest préoccupe la communauté internationale. Edmond Kambia, comment a-t-elle réagi, les différentes chancelleries, lorsque le ministre de la Communication a indiqué que les négociations officielles ne sont pas conformes à la réalité? Comment la communauté internationale a-t-elle réagi après cette position du porte-parole du gouvernement du Cameroun? Avant de répondre à cette question, je voudrais dire à Maître Georges Teghem, dont j'admire le brillant plaidoyer pour les ministres Faucon, que ce qu'il a dit est largement insuffisant pour dédouaner ces ministres Faucon. Vous avez dit tout à l'heure, et ça je le reconnais, en ce qui concerne le ministre de la Justice garde des Sceaux, qu'il a fait des efforts pour répondre aux doléances sectorielles des avocats, notamment au niveau de la traduction en anglais des textes qui étaient en français au WADA. Et ça, je le reconnais, il y a un effort qui a été fait par le ministre de la Justice dans ce sens. Mais c'est largement insuffisant pour le dédouaner d'appartenir au groupe des Faucons. Je vais vous prendre un exemple, parce que c'est important de donner des exemples toujours.
et de présenter des faits. Pour les deux ministres que vous avez cités, me répondant en ce qui concerne le ministre de l'administration territoriale et le ministre de la Justice, je vais rappeler que le ministre Laurent Esso est le patron de la région du RDPC dans le littoral. Et je vais vous dire que lors d'une réunion qu'il a présidée à la maison du parti, j'ai lu et vu, c'était un dimanche, des pancartes et des banderoles où on lisait « Il n'y a pas de problème anglophone, il n'y a pas de francophone, il n'y a pas d'anglophone, il n'y a que des Camerounais. » Si vous me dites que ce que j'ai lu là, et dont j'ai encore des images, ne le classe pas dans la liste de Faucon, je vous dirais qu'il y a un problème de compréhension. Il y a un problème au niveau de la perception et de la qualification des faits. J'ai dit, j'ai vu, pas de problème anglophone, pas de francophone, pas d'anglophone, il n'y a que des Camerounais. Mais M. Georges Teguer, nous parlons en français ici parce que nous sommes francophones dans la zone francophone. Et nous savons qu'il y a les anglophones dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On ne peut pas nier une réalité historique qui est encore présente. Il y a des francophones et des anglophones au Cameroun. Et ce sont ces francophones et ces anglophones qui participent de la construction nationale dans ce que vous auriez appelé la République exemplaire en construction. Mais cette République n'est pas du tout exemplaire. Pas du tout. Quand des ministres Faucon disent qu'il n'y a pas de francophone, il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas de problème anglophone, nous nions pas la réalité. Je vais prendre un autre exemple concernant l'autre ministre Faucon que vous cherchiez à dédouaner tout à l'heure. Et je reste dans les faits. Et je m'adresse aux téléspectateurs. Le Premier ministre chef du gouvernement, John Gourté, à peine nommé, a effectué sur le terrain, à Bamende et à Boya, une mission où il a adressé le message du chef de l'État. Le message était celui-ci. Nous, le gouvernement, sommes prêts à discuter de tout, sauf de la sécession. Et pour comprendre cette phrase, au premier degré comme au second degré, cela signifie qu'on peut discuter du fédéralisme, qui est la forme de l'État. Quelques jours après cette sortie du Premier ministre John Gourté, on a vu le ministre de l'administration territoriale débarquer sur une chaîne de télévision française, France 24, démentir ce que venait de dire son chef du gouvernement, dire qu'il n'y aura pas de débat sur la forme de l'État. Vous appelez, comment est-ce que vous interprétez ça, Maître Georges Teguer? C'est ça que vous appelez la solidarité gouvernementale, la cohésion au sein du gouvernement? Quand nous parlons de clans et réseaux au sein du gouvernement, faisons attention, les téléspectateurs ne sont pas dupes. Maintenant, répondant à votre question, M. Bouffelet, comment est-ce que la communauté internationale et les missions diplomatiques ont accueilli la mise au point du gouvernement qui a été signée par René Emmanuel Sadi? Ce fut une grosse déception. Je dis bien une grosse déception. Parce que quand on sait le contexte dans lequel, sur le plan politique comme sur le plan diplomatique, on en est arrivé là, c'est-à-dire à cette rencontre, à ce premier contact officiel entre la délégation gouvernementale et les idées sécessionnistes, et il y a eu, au sein de la communauté nationale et surtout internationale, ils étaient heureux de savoir qu'enfin le gouvernement camerounais a accepté de commencer quelque chose en vue de parvenir à un cessez-le-feu avec les sécessionnistes. Que non, cette sortie du ministre Sadi a refroidi totalement cette perception que les diplomates accrédités à Yaoundé, les missions diplomatiques accréditées à Yaoundé, et même les pays amis du Cameroun, je citerai le Quai d'Orsay, la France, même qui a initié, avec le soutien de la Tunisie, la résolution qui a été adoptée au Conseil de sécurité, qui nous amène les États partout, à travers le monde où il y a des conflits, à observer une pause humanitaire de 90 jours. Même la France n'a pas apprécié, je le dis de source diplomatique, la sortie de René Emmanuel Sadi. Parce qu'à la limite, même elle est contre-productive, à partir du moment où elle est controversée. Donc, ça a été très mal perçu, cette sortie, le communiqué, cette mise au point. Parce que cela a donné l'impression que le gouvernement ne serait peut-être pas sincère, ne serait peut-être pas de bonne foi dans les premiers contacts qui ont été amorcés avec les sécessionnistes. Et aujourd'hui, nous devons comprendre pourquoi Ayoub Tabet et ses amis
ont immédiatement fait des postes pour mettre à témoin la communauté nationale et internationale, à témoin de ce qu'il y a quelque chose qui se passe. Même si, d'après le communiqué de René Emmanuel Sadi, il ne s'agit pas de négociations, parce que les négociations n'ont pas encore commencé. Tout à fait. C'est une rencontre où les sécessionnistes ont présenté leur desiderata à la partie gouvernementale qui va l'étudier, et le patron de la délégation gouvernementale qui a été mandaté par qui de droit et qui travaille en étroite collaboration avec, dans ce dossier, le premier chef du gouvernement, ils vont certainement étudier les desiderata des sécessionnistes, et nous, notre souhait, c'est que cette rencontre se poursuive. Justement, après vous, professeur Pierre Alaka, au regard de la controverse que suscite la sortie du gouvernement, sortie officielle, sur la non-existence de négociations entre les leaders du mouvement séparatiste anglophone et le gouvernement camerounais, que faut-il faire aujourd'hui pour véritablement en arriver à un cessez-le-feu dans le nord-ouest et le sud-ouest, alors que ce grand dialogue national qui était censé résoudre cette crise n'a pas réussi 9 mois plus tard? Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour qu'on en arrive à ce cessez-le-feu véritablement durable et une paix dans le nord-ouest et le sud-ouest? Cédric, avant de répondre de manière précise à votre question, permettez-moi de faire une espèce de mise en commun de ce qui vient d'être dit relativement à cette cacophonie au sommet qui est contre le dialogue et donc contre la paix. En réalité, ce qu'on observe, c'est qu'on a créé avec cette histoire l'économie de la guerre. Et c'est pour ça que j'arrive à la conclusion selon laquelle en guerre, il y a des vainqueurs et il y a des vaincus. L'idée qui circule qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu, au regard de ce qui se passe en ce moment, ne peut pas être aujourd'hui validée. Dans la mesure où les vainqueurs, ce sont ceux du gouvernement et des sécessionnistes qui profitent de cette guerre, qui ont installé une espèce d'économie de rente liée à la guerre. Et de l'autre côté, les perdants, c'est nous, les populations du Nord-Ouest, les hommes d'affaires, et tous qui ont perdu relativement à cette guerre. Voilà donc, vu de la sorte, il y a dans la réalité des vainqueurs, les faucons et les autres, qui maintiennent cette guerre. Et au vu de ça, de l'autre côté, les groupuscules sécessionnistes qui se sont organisés et qui aussi profitent de la guerre. Alors, comment justement mettre en parenthèse ces groupes extrémistes qui profitent de la guerre et privilégier l'option de la paix et encourager justement ce cessez-le-feu? Bon, peut-être pour dire, quand ils auront rassasié, quand ils se seront rassasiés, peut-être qu'ils seront audibles et puis seront peut-être gentils de se mettre. Mais la vérité, c'est que au jour d'aujourd'hui, il faut que le gouvernement fasse profil bas. Parce que je peux dire et certifier que la cacophonie du gouvernement relativement au règlement de ce conflit, entre guillemets, a été à l'origine de l'endurcissement en face, a été à l'origine de l'incompréhension qui fait en sorte que rien n'a avancé du point de vue de la recherche de la paix. Il y a eu ce grand dialogue qui, pour moi, n'a pas été satisfaisant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un nouveau véritable dialogue où il faut d'abord, dans lequel il faudra inviter toutes les parties prenantes en face, où il faudra inviter les membres du gouvernement, toutes tendances confondues, et également les personnalités de la société civile, pour qu'ensemble on mette en place des mesures, même si on ne verra pas le vêtement être cousu, qu'on mette en place des mesures qui peuvent être appliquées et applicables. Le véritable problème de notre pays, c'est que les gens se soucient d'une seule chose, le décret. Quand quelqu'un a le décret, il fait tout pour que son décret reste valable. Et il est prêt soit à aller à gauche, soit à aller à droite. Mais pourtant, ces décrets sont signés pour donner à ces personnalités-là la possibilité d'œuvrer pour la construction du Cameroun. Oui, mais ça c'est dans l'hypothèse où ces décrets concerneraient des personnalités compétentes, chacun dans son secteur d'activité. Autrement dit, lorsqu'on peut remarquer que ce n'est toujours pas le cas à 50%, on peut s'interroger sur la viabilité de ces décrets. Et puis, il ne faut jamais oublier que le décret n'obéit à aucune logique rationnelle, à aucune donnée qui permet de certifier que celui qui bénéficie du décret est en possession de tous ses moyens pour être utile
non pas à celui qui l'a nommé, mais à la nation tout entière, dans le poste pour lequel il est appelé à servir. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Si le décret tenait compte d'une réalité simple, l'adéquation entre le poste et l'occupant du poste, pris dans une large mesure en fonction des compétences qui existent, on pourrait déjà marquer un pas. Mais lorsque ces décrets obéissent, comme l'ont remarqué certains, à d'autres conditions, qui sont généralement des conditions philosophiques, culturelles et autres, alors on peut s'interroger sur la validité dans la pratique de ces décrets. L'autre chose, c'est que sur le terrain, lorsqu'on arrive, quelle que soit sa bonne volonté, et ça c'est l'avis de plusieurs membres du gouvernement, nous en comptons des amis dedans, lorsqu'on arrive là, on a l'impression qu'on vient de rentrer dans un cercle où on vous demande de faire. De faire. Vous devez faire ce qu'on vous demande de faire. Alors, qui vous demande de faire? Comme il n'existe pas des cadres de concertation permanente au plus haut niveau, eh bien, chacun peut inventer une histoire et parler de ce que nous connaissons tous, les hautes instructions. Voilà des choses qui plombent ce qu'on remet en cause aujourd'hui et qui aurait dû être fait de manière sereine, la cohésion gouvernementale. De mon point de vue, elle n'existe pas. Et cela est démontré dans la résolution de cette crise. Nous avons eu la chance qu'à l'extrême nord, nos vaillants soldats ont réussi à faire reculer Boko Haram. Mais c'était là où les gens avaient déjà installé l'économie de la guerre. Vous êtes journaliste, renseignez-vous. Mais lorsqu'il y a eu glissement de l'économie de la guerre à l'intérieur du territoire, eh bien, c'était tout trouvé. Des gens se sont mis de part et d'autre à profiter de ces situations. Et c'est pour cela qu'il est aujourd'hui difficile, sauf implication personnelle et directe du président de la République. Vous venez justement d'interpeller le président de la République du Cameroun sur le règlement de ce conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Maître Georges Teghem, le président Emmanuel Macron, président de la France, a plusieurs fois appelé le chef de l'État du Cameroun. Il lui a adressé de nombreux messages dans lesquels il a insisté sur la solution politique pour régler la crise anglophone. Le secrétaire général des Nations Unies, lui aussi, a abordé le chef de l'État dans ce sens. On a vu le secrétaire général de la francophonie qui était récemment au Cameroun avec le président de la Commission de l'Union africaine. Tous ont repris en chœur la nécessité d'une solution politique pour régler la crise anglophone. Le président de la République interpellé depuis plusieurs années sur cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que le président de la République est prêt à faire profil bas, comme le souligne le professeur Pierre Alaka, le gouvernement faire profil bas pour aller vers une résolution pacifique de cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Le gouvernement de la République n'est pas responsable de la crise. Le gouvernement de la République, dès le début de la crise, fait profil bas. Je voudrais indiquer ici, pour répondre aux consultants, parce qu'il a indexé les ministres de la République en si vous voulez, en les désignant comme étant les responsables pour l'un des pancartes à l'occasion d'une cérémonie de parti politique. Mais, monsieur, lorsque les gens viennent avec les pancartes, le ministre de la République n'est pas responsable de ce qui est écrit sur les pancartes. Sa responsabilité, c'est il est ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et dans le domaine qui le concerne, il a participé, à travers les décisions qui ont été prises dans son département ministériel, à apporter une solution aux problèmes posés par la crise anglophone. Quant au ministre Atangandji, dont vous avez évoqué ce qui a été dit sur une chaîne étrangère, moi, sur ce point, j'ai retenu du président François Mitterrand depuis plusieurs années que lorsqu'on est à l'étranger, on ne parle pas de politique intérieure. Il me semble que c'est pour cela que le ministre Atangandji n'a pas voulu s'étendre sur la question et il a répondu aux journalistes pour simplement lui dire bon, écoutez, vous n'avez pas à vous mêler de ce problème. Bon, s'agissant maintenant des questions dont parle M. Anderben Dachwa. Vous voyez-vous, M. Dachwa, je suis très embêté parce que je note que dans la résolution de cette crise, vous faites plus des incantations que des actes concrets. M. Dachwa, le Cameroun est notre pays. Nous devons le construire. Et vous, avec le professeur Maurice Kamto dont vous parlez, il est un produit de ce pays. Il a fait des études grâce à ce pays. C'est ce pays qui l'a formé. Il a été à l'école grâce à ce pays. Tout ce qu'il a eu, c'est grâce à ce pays. Il est temps plus de restituer à ce pays ce qu'il lui a donné. Il a passé 9 mois, vous l'avez dit, avec M. Sissoko.
qu'est-ce qu'il a fait comme proposition? Vous croyez que le rôle de l'opposition, c'est seulement de critiquer? J'aurais souhaité que, étant là-bas, que le dialogue dont on fait état, ou que vous recommandez sans arrêt, et dont le ministre de la Communication fait état dans son discours, j'aurais souhaité qu'il dise que pendant que j'y étais, je l'ai rencontré, nous avons fait ceci, nous avons fait ça. Il attend d'être président de la République. Vous croyez qu'il faut être président de la République pour régler les problèmes du Cameroun? De quoi vous parlez là? Écoutez, ce que je veux vous faire observer, M. Ndachwa, Mais de quoi vous parlez? ce que je veux faire observer, M. Ndachwa, c'est que chacun d'entre nous, y compris les populations du nord-ouest et sud-ouest, doivent apporter leur part à la construction de l'édifice Cameroun. C'est notre pays, nous devons le bâtir tous. Depuis qu'on parle sur ce plateau, on parle des initiatives gouvernementales. On dit le gouvernement a fait ceci, le gouvernement a fait ça. Vous dites c'est insuffisant. J'aurais souhaité que vous me répondiez également. Les sécessionnistes ont fait ceci dans le cadre de la résolution de la crise. Quand on me dit, par exemple, que M. Sissoko a fait un communiqué, si le communiqué de lui, si effectivement c'est de lui, moi je pense que c'est un acte positif de sa part dans le cadre de la construction de son pays. Si effectivement le communiqué est de lui, il me semble que c'est un acte positif parce que lui, il fait un effort pour aller dans le sens du règlement de la crise. Et ça, si c'est de lui, je veux saluer cette initiative. En tant que Camerounais, il apporte sa contribution. Maintenant, ceux qui sont à l'étranger et que nous ne connaissons pas, j'aurais souhaité qu'eux aussi disent que nous avons pris telle initiative pour régler la crise. Vous n'avez pas suivi. Parce qu'on se comporte comme si le gouvernement seul devait régler la crise. C'est faux de le prétendre. Le gouvernement n'a pas commencé la crise. Mais la communauté internationale estime que la première responsabilité de la situation sécuritaire, administrative et sociale du Cameroun incombe au gouvernement de la République. Je l'ai dit en commençant, le président de la République a dit, et c'est écrit dans la Constitution noir sur blanc, il est le garant de l'intégrité du territoire. Ça veut dire qu'il lui appartient à lui de prendre des mesures qui s'imposent pour que le Cameroun reste un et indivisible. Il l'a dit, y compris dans un discours récent à la présidence de la République. Je pense que même après son investiture, il a fait un discours, il a martelé à nouveau. Simplement, quand le gouvernement de la République prend des décisions, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, si le gouvernement de la République prend des décisions et les Camerounais n'accompagnent pas, croyez-moi, on ne va pas régler des crises. Ça, cette crise anglophone, moi quand je parle, j'ai le cœur qui saigne. Parce que, vous pouvez pas imaginer ce que ça me fait. Le Cameroun n'a pas de problème quand moi je rencontre un anglophone dans la rue. Quand nous sommes avec les anglophones, on n'a en réalité aucun problème. Nous sommes entre nous puisqu'on a vécu comme ça depuis des années. Donc vous on a toujours été comme ça. Politique qui se pose dans cette région. Excusez-moi. Sud-ouest. Lorsque vous dites le problème politique, moi j'aurais aimé que vous me précisiez ce que vous appelez problème politique. Parce que lorsque vous dites le problème politique, un règlement politique, quand le gouvernement convoque le grand dialogue, demande aux gens de venir, ils ne viennent pas. Même le MNC n'est pas venu. C'est-à-dire, on vous dit venez au dialogue, le grand dialogue national, les gens ne viennent pas. Lorsque maintenant on engage un dialogue républicain, où, y compris sur les plateaux de télévision et partout, le gouvernement monte des dispositions à dialoguer, on met en place une structure pour le dialogue, le CNDDR. Les gens sont sur les plateaux tous les jours, à faire des incantations, dialogue, mais aucun acte concret. Moi, j'aurais souhaité que M. Ndachwa, qui s'exprime ici, parce qu'il en a le droit, on est en démocratie, qu'il me dise que moi, Ndachwa, je suis allé à Bamenda, j'ai rencontré tel chef traditionnel, il m'a dit ceci, parce que je voulais régler ce problème. Justement, il vous appartient aussi, M. Ndachwa, parce que vous êtes un produit de ce pays. Et certains d'entre nous ont fait des études à Bamenda. Il est temps pour vous aussi de restituer à ce pays ce qu'il vous a donné. C'est notre pays, c'est nous qui devons le construire. Et notre devoir républicain, c'est d'accompagner le gouvernement de la République. Maître Georges Teghem qui interpelle le président du MRC, Maurice Kamto. Qu'a-t-il fait, Engelbert Lebon Ndachwa, quand il était en prison et qu'il côtoyait Sissoko Ayub Tabé dans le cadre de la résolution de la crise anglophone? Quelle a été sa contribution depuis que cette crise a débuté? Autant votre question est importante, mais j'aimerais d'abord dire un petit mot à M. Teghem. Et qu'il ne prenne pas ça comme une insulte. C'est-à-dire que le seul critère sur lequel je peux me rassurer qu'il est équilibré, c'est qu'il est avocat. S'il n'avait pas été avocat, j'aurais eu des doutes. Ça, je tiens à le dire. Et je suis heureux également qu'il ne soit pas informé des activités du MRC. C'est normal. Il est du RDPC. Mais ce que je dois dire, et que ce soit clair définitivement, une fois pour toutes. Le président élu, Maurice Kamto, depuis le début de cette crise, s'est toujours prononcé. Parce que fondamentalement, nous avions compris très tôt. En 2012, quand on lançait le parti, la crise anglophone,
occupe une bonne partie de ce que nous envisagions de faire une fois au pouvoir. M. Kamto n'a de cesse apporter sa contribution à nos dirigeants d'aujourd'hui. La dernière encore, c'était le 5 juillet, il y a quelques jours, où nous proposions, au-delà d'un ensemble de mesures urgentes, notamment le cessez-le-feu, notamment le fait que l'armée se retire des zones de conflit aujourd'hui, notamment le cantonnement des éléments armés qui ont pris position contre nos forces de défense. Et même on est allé plus loin. On a demandé la création d'une commission chargée de la question anglophone, avec, en proposant même d'ailleurs qu'il y ait un président anglophone et un vice-président francophone de cette commission. On a proposé la mise sur pied des sous-commissions vérité, justice et réconciliation, où il y avait des sous-commissions des urgences humanitaires, et une sous-commission même pour préparer un véritable dialogue inclusif. Mais M. Tegem, voyez-vous, sauf si vous voulez aujourd'hui nous remettre le pouvoir que vous nous avez volé, vous voyez bien que nous ne pouvons que proposer. Nous ne sommes pas aux affaires. Qu'est-ce que le président Maurice Kamto peut faire d'autre que proposer? Mais comme vous, aujourd'hui, vous manquez certainement d'intelligence pour comprendre, et on le dit depuis le départ, pour comprendre que pour arriver à une paix durable, ce n'est pas forcément une paix pour la paix, à une paix durable, il faut qu'on passe par toutes ces différentes propositions qui ont été formulées par le MRC et ses alliés à travers le président Maurice Kamto. Si vous pensez aujourd'hui qu'on n'a pas suffisamment fait, c'est très simple. Vous remettez cette fameuse victoire volée au lendemain du 7 octobre, et que tout le monde a vu à Mondovision lors du contentieux post-électoral. Alors remettez-nous cette victoire et vous verrez comment est-ce qu'on règle ce type de crise et qu'on n'a pas besoin de la laisser s'enliser pendant 4 ans. Et parmi les recommandations faites lors de ce grand dialogue national figure l'accélération de la décentralisation. Une loi a même été votée, adoptée en fin décembre 2019 lors d'une session extraordinaire au Parlement, et ensuite le Code général des collectivités territoriales décentralisées a été adopté 8 mois plus tard. C'est la guerre entre les mairies et le gouvernement sur certaines compétences. Avec vous, professeur Pierre Alaka, en l'occurrence, une compétence, l'exercice d'une compétence relative à l'exploitation des ressources minérales non concessibles, où le ministre de la décentralisation demande aux mairies de surseoir à l'exercice de la dite compétence et d'attendre un décret d'application sur les modalités d'application de cette compétence-là. Comment vous réagissez face à cette attitude du gouvernement camerounais concernant l'accélération de la décentralisation? Ma réaction est simple, elle est connue, c'est que le gouvernement n'a plus honte. Il est difficile de comprendre qu'un ministre de la décentralisation, dont le poste a été créé uniquement pour s'assurer que les questions de la décentralisation vont être maintenant effectives. Et d'ailleurs, une des résolutions qui sortait de la résolution du problème anglophone, qui arrive et qui remet en cause un code. Je voudrais préciser qu'il y a une différence entre un code et une loi. Un code, c'est une grande loi qui contient en lui-même ses modalités pratiques. Et il n'a pas besoin d'un décret d'application, il a simplement besoin des mesures qu'on appelle une doctrine administrative pour éclairer un certain nombre de passages qui paraîtraient flous. Parce que s'il y a un problème d'interprétation, c'est de la compétence du juge, et tous les avocats le savent. Donc, on n'a pas besoin d'un décret d'application pour appliquer un code. Un code, je ne sais pas si le code de la route a un décret d'application. Je ne sais pas si le code général des impôts, pour parler de mon métier, a un décret d'application. Il y a des petites circulaires qu'on met pour éclairer un certain nombre de points obscurs. Et dans le cas d'espèce, parlant de la décentralisation, j'ai dit que j'avais honte
à la place du ministre de la décentralisation, qui prend un communiqué instruisant les préfets. Je me demande s'il a compétence même pour instruire les préfets de mettre un terme à une situation comme celle-là vis-à-vis des mairies, dans un domaine où la compétence des maires est établie par la loi promulguée par le président de la République. Je crois que pour ce genre de communiqué, c'est le Premier ministre qui aurait dû être compétent, parce que ça concerne deux ministères. Un ministère technique et un ministère de tutelle qui assure la tutelle peut-être des collectivités territoriales, et laquelle tutelle a été extrêmement amoindrie dans le nouveau code de la décentralisation. Je voudrais dire que ce qui pose problème dans notre pays, c'est le décret. Vous voyez qu'il revient encore là sous une autre forme. Ce qui pose problème dans notre pays, c'est la formation de nos administrateurs civils. Vous savez, en France, il y a une boutade qui dit qu'on a créé une école nationale. En réalité, c'est une école nationale des ânes et non de l'administration. Mais lorsqu'on arrive au Cameroun, on a créé une école nationale des ânes et des médiocres. La preuve, c'est que lorsqu'on sort de cette école brillant, on est mis de côté. Parce que les gars les plus brillants qui sortent de ces écoles, qui ont refusé d'être des ânes et des médiocres, qui se sont mis au travail, ne connaissent pas l'ascension sociale que les véritables ânes et médiocres connaissent. Bon, c'est tout ça et entre parenthèses. Mais le ministre, il indique qu'il faut les modalités d'exercice de cette compétence, précisément sur l'exploitation des ressources minérales. Vous le savez qu'il y avait eu un code minier qui avait été mis en place et sur lequel était assujettie l'exploitation des carrières. Et aujourd'hui, les mairies souhaitent voir plus clair sur l'exploitation de ces carrières-là. Et le ministre demande, il faut attendre encore qu'il y ait un arrêté et un décret sur les modalités d'exercice de votre compétence et le cahier de charges y afférent. Est-ce que ce n'est pas justifié, l'attitude du ministre de la décentralisation au regard des conflits de compétences qui pourraient naître entre le ministère des Mines, les collectivités territoriales décentralisées et les entreprises qui exploitent ces carrières? Cédric Doféli, nous avons écouté dans ce pays des mots extrêmement durs et importants, où on dit que l'État est un monstre froid. D'où vient-il que les entités décentralisées, qui sont les démembrements de l'État, ne soient pas aussi des monstres froids, et on leur donne tort au profit des privés? Je voudrais également dire que lorsque deux textes s'affrontent, on voit le texte le plus spécial, c'est celui-là qu'on applique. Et dans le cas d'espèce, entre le code minier et le code de la décentralisation, on est en pleine décentralisation. C'est le code de la décentralisation qui s'applique. On n'a pas besoin de décret d'application. Il n'y a même pas conflit de texte. Quand bien même il y aurait, c'est le code de la décentralisation. Alors, qu'est-ce qu'on va préciser lorsque le texte est extrêmement clair et qui dit que tout ce qui est mine relève de la compétence exclusive des mairies? Vous comprenez donc que la mafia gouvernementale, qui ne veut pas se dessaisir des prébendes issues des carrières dans les mairies, un, ne peut pas lâcher prise. Deux, ils comprennent qu'ils n'ont jamais été on comprend qu'ils n'ont jamais été pour la décentralisation, même si le président de la République s'efforce de créer tout un ministère accompagnant ce processus. On comprend que la décentralisation, ce n'est pas ça qui les intéresse. Sinon, comment peut-on m'expliquer qu'un code qui vient d'être adopté et promulgué par le président de la République, que les maires mettent en place pour faire bénéficier aux communes des richesses de leur localité? Regardez une ville, pour parler du cas précis de Pendia. Est-ce que vous imaginez ce que le maire de Pendia, est capable de faire si ses carrières lui rapportaient au moins le 10e de ses revenus? Mais il va rendre Pendia et Njombe un Eldorado. Et ça, on ne le veut pas. Parce que je voudrais encore dire ici que les gens que le président de la République nomme sont les premiers à être contre sa politique. Les véritables ennemis du Cameroun, c'est les propres collaborateurs du président de la République qu'on recrute au sein du parti de Georges. Justement, dans votre parti, Georges Teghem, il y a des carrières qui existent dans plusieurs collectivités territoriales décentralisées au Cameroun
et le ministre de la décentralisation demande à ces mairies de ne pas exercer cette compétence relative à l'exploitation des ressources minérales non concessives et d'attendre un décret, un arrêté depuis 8 mois, 9 mois que cette loi a été pourtant promulguée et adoptée au Cameroun. Qu'est-ce qui explique cette attitude de la part du pouvoir central à Yaoundé au moment où les mairies veulent saisir au bon les compétences que leur attribue le Code général des collectivités territoriales décentralisées? Moi, je pense que le problème est d'abord au niveau des mairies même. Mais permettez-moi, M. Noufeli, on m'a qualifié de déséquilibré. Vous savez, c'est suffisamment grave. Et tout à l'heure, il a poursuivi en disant qu'ils ne sont pas suffisamment intelligents. Moi, j'attendais que les non-déséquilibrés, vous savez, ils savent tout. Ils sont les meilleurs. C'est vrai, il y a un agrégé de droit public et sciences politiques. C'est une valeur. Agrégé est une valeur. Aux jeunes, je dis, agrégé est une valeur. Mais lorsqu'un agrégé se trompe, vous devez dénoncer. Un agrégé ne doit pas venir dire, alors que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, c'est-à-dire une institution républicaine qui a hold-up. Lorsqu'il le dit, il faut dénoncer. Lorsqu'il a agrégé, lui, il fait des études, devenir agrégé, c'est une valeur. Mais lorsqu'il dit que le Conseil constitutionnel dénoncer, ça ne se fait pas. Alors le digne représentant du MRC ici, qui me qualifie, que je suis sûr que personne ne vous écoute, qui me qualifie de déséquilibré, je voudrais lui indiquer que j'ai entendu tout à l'heure ses propositions. Je n'ai entendu aucune solution politique. Il a même poursuivi, et je pense que là, le professeur va lui toucher un mot après, que l'armée doit se retirer. Mais monsieur, nous vivons à Douala avec le BBR. Monsieur, nous vivons à Yaoundé avec le quartier général. On vit à Koutaba avec le BETAP. Monsieur, l'armée vit avec nous, il n'y a pas de problème. Allez à Garoua, vous allez trouver les structures de l'armée. Donc ne nous dites pas qu'il faudrait que l'armée se retire de Douala. Douala n'a pas de problème. Ou de Yaoundé. Donc vous voyez que votre solution, en tout cas, je sais, vous êtes dans des incantations, vous n'avez rien proposé, alors que c'est le devoir aussi de l'opposition, c'est de critiquer et proposer. Vous n'avez rien proposé pour la crise anglophone et nous le tenons pour dit. Vous êtes en incapacité de gérer le Cameroun. La preuve, c'est que les Camerounais ne vous ont pas fait confiance. Ils ont fait un choix qui est leur choix, c'est le suffrage universel. Le président de la République a été élu et le Conseil constitutionnel l'a désigné. Il exerce les prérogatives. C'est difficile, nous le reconnaissons, ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé. Nous devons essuyer vos critiques, nous les acceptons parce que nous sommes ensemble, c'est notre pays, nous devons le bâtir en acceptant les critiques. Mais nous travaillons, il y a un travail à faire dans la zone anglophone, nous ne le contestons pas. Ce travail va se poursuivre et nous donnerons tout ce que nous pourrons pour que la zone anglophone retrouve sa prospérité d'antan. Revenons maintenant sur les problèmes de décentralisation. Monsieur Noufeli, je suis tout à fait un peu perdu lorsque j'entends tout ce qui se dit. Et notamment l'aîné, le professeur, il a fait des observations tout à l'heure. Mais lorsque vous voyez la loi, professeur, la loi ne dit pas ce que vous dites. Lorsque vous lisez la loi dit bien qu'il faut un décret pour l'exercice des compétences transférées. C'est ce que la loi dit. L'application de la loi n'est pas fautive. Le ministre rappelle seulement les termes de la loi. L'application de la loi n'est pas fautive. Et puis, s'agissant du décret, parce que là, vous pouvez me dire, on a donné la chèvre, on a retenu la corde. Et s'agissant du décret, effectivement, je veux dire que le gouvernement de la République a organisé des séminaires de remise à niveau des maires. Et à l'occasion de ces séminaires, y compris Mme Courtès, qui est aujourd'hui membre du gouvernement, parce que j'ai les éléments, elle a dit que nous avons des problèmes, on nous transfère des compétences sans nous donner des personnes qui vont nous accompagner dans le cadre des compétences transférées. Des gens sont éliminés au Cameroun, professeur. Et ça, je le dis à haute intelligible voix. Des gens sont éliminés au Cameroun parce qu'ils font une campagne. Vous allez dans certaines zones, vous voyez un jeune gars qui, dans sa vie, vendait des tomates. C'est le seul dans le village qui a un CPE. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait campagne, il gagne l'élection, il est maire. Lorsque vous lui dites que les principes que vous connaissez mieux que moi, les principes budgétaires, séparation ordonnateur comptable, il ne comprend pas. La preuve, c'est que ce qui se passe en Djombe Pendia, c'est un problème de séparation ordonnateur comptable. Est-ce qu'il appartient à l'ordonnateur de poser les actes de recouvrement? L'ordre de recette est émis par le comptable. Comme l'ordonnateur, c'est, il engage la dépense, il liquide et il ordonnance. C'est-à-dire que engagement, liquidation, ordonnancement. C'est le rôle de l'ordonnateur. Le comptable, lui, il paye. En ce qui concerne la recette, c'est le comptable qui émet l'ordre de recette. Donc, ce qui se passe là-bas, moi je pense qu'il y a un problème de formation. Je pense que les maires gagneraient à attendre le décret, parce que le décret, certainement, tiendra compte des ressources humaines dans les mairies. Et il faut saluer l'action du gouvernement. Mais justement, ces magistrats municipaux, Maître Georges Tighem, déplorent la duplicité du gouvernement. À la fois dans le texte sur la décentralisation, il a indiqué qu'ils ont la compétence
pour pouvoir exploiter les ressources minérales non concessibles. Et ensuite, la disposition qui est mise pour dire qu'il faut attendre un décret. Cela fait 8 mois que les maires attendent ce décret. Pourtant, on a parlé d'accélération de la décentralisation. C'est ce que je vous ai dit. Et aujourd'hui, un maire à Doumbé-Pédia estime qu'il veut voir plus clair dans la gestion des carrières et qu'il souhaite que ces carrières lui rapportent davantage pour sa commune d'arrondissement. Pourquoi attendre depuis 8 mois sans mettre sur pied ce décret et attendre quand les maires s'en plaignent pour leur rappeler qu'il y a un décret à être élaboré et rendu public? Je vous ai expliqué au début de mon propos, M. Noufélé, qu'effectivement, vous deviez me dire qu'on a donné la chèvre, on a retenu la corde. Et je vous explique que pour que le décret entre en application, il faut qu'il y ait déjà une véritable fonction publique locale pour accompagner les maires. Le gouvernement de la République a pensé que les maires vont travailler avec les structures spécialisées de l'État sur le terrain. Mais il y a des mairies au Cameroun qui n'ont pas de structures spécialisées sur le terrain. La ville peut-être de Ndiombe-Pédia, je ne sais pas s'il y a un centre des impôts là-bas. Le professeur me le dira tout à l'heure. Nous sommes dans le département du Mungo, la région du Fédéral. Bon, il y a des services déconcentrés de ce ministère des Mines, de l'Industrie et qui vous avez poursuivi même vous-même. Vous avez dit au professeur, il y a le code minier et il y a le code de la décentralisation. Lui, il a parlé du spécial des rouges au général. Ce que je peux comprendre. Mais moi, je pense, et je pense que le gouvernement de la République a bien fait, de mettre en place, puisqu'il ne faut pas insulter l'avenir, la National School for Local Administration à Boya. Il me semble que, moi je pense que, à l'occasion des prochains examens au concours qui seront lancés pour le recrutement du personnel à fonction publique dans cette école, on va former des gens qui vont travailler dans la local administration parce que, M. Noufélé, lorsque vous parlez du Cameroun, ne vous comportez pas comme si le Cameroun c'est Douala et Yaoundé. Le Cameroun a des maires dans des zones rurales et quand on les convoque pour des formations à Yaoundé, ils ne connaissent parfois pas les règles de la comptabilité publique. Les règles de la comptabilité publique sont très particulières. J'ai un professeur ici qui est fiscaliste, qui aura l'occasion tout à l'heure de me comprendre. Mais là, on parle d'exercice d'une compétence qui leur a été transférée. La loi dit que dans l'exercice, le Premier ministre doit prendre le décret pour préciser, parce qu'effectivement, dans l'exercice de compétences, il peut avoir des compétences croisées, comme vous aviez dit tout à l'heure, en matière de code minier et les compétences transférées. C'est pour ça qu'il faut le décret, et je pense que le décret tarde à sortir, parce que il faut se rassurer que le décret sera en cohérence avec les textes qui peuvent se croiser et permettre aussi que l'on forme un personnel qualifié pour accompagner les maires dans cette œuvre haute, exactante, mais vraiment très difficile parce qu'on pense que gérer une mairie est facile. Maître Georges, après vous, professeur Pierre Malaka, vous avez suivi les précisions qu'il donne sur la nécessité d'attendre à la fois la formation des fonctionnaires sur le plan local et également la nécessité de bien se rassurer qu'il n'y a pas de chevauchement entre les différents textes qui existent et qui régissent le domaine des mines et les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. Georges, depuis le début et d'ailleurs tout le temps que je l'écoute, il est resté quelqu'un de sérieux. Mais là, je comprends qu'on chasse le naturel, il revient au galop. Non, Georges, la décentralisation existe depuis 1996. Ce que vous dites là aurait dû déjà être fait, parce que depuis 1996, on dit que ça se mettra en place progressivement. C'est-à-dire que depuis, on aurait dû décapiter les NAM pour créer une formation de la fonction publique locale. Depuis très longtemps, on aurait eu déjà dans le marché suffisamment de spécialistes pour accompagner la décentralisation à venir. Et pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, Georges, vous avez dit que le maire n'est pas un ordonnateur en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et comptables. Il est ordonnateur des dépenses comme il est ordonnateur des recettes. Il est ordonnateur des recettes. C'est lui qui dit recouvrer. Et maintenant, l'agent, comment vous l'appelez là, le receveur, le régisseur ou le receveur prend en charge la recette. Voilà. Et cette prise en charge fait que c'est déjà inscrit dans le budget de la commune, ou si c'est l'État dans le budget de l'État, sauf difficulté de recouvrement, on peut mettre ça en reste à recouvrer, puis on met ça en créance irrecouvrable. Et pour arriver à cette situation, vous ne pouvez pas dire que parce que il n'y a pas des compétences, il faut attendre le décret qui va créer dans les compétences. Si le décret sort aujourd'hui, comment vous allez trouver ces compétences? Vous dites, il y a une fonction publique
étatique sur le plan local qui doit faire ces choses. Non, la décentralisation n'a pas pour vocation d'appeler l'État au secours. La décentralisation a pour vocation d'être autonome à 100%. Et pour répondre à votre question, dans cette zone-là, il y a un chef de centre des impôts en Banga qui couvre la zone. Et à Pendja, il y a un chef de bureau des impôts. Si je ne me trompe, Djombe Pendja, dans l'une de ces deux villes, il y a un chef de bureau des impôts qui rend compte au chef de centre qui est, lui, en Banga. C'est même une jeune dame qui est même très compétente d'ailleurs. Et donc, je crois que dans cette affaire, le code sur la décentralisation est suffisamment clair et n'a pas besoin de décret d'application. On n'a pas besoin. Lorsque le ministre invoque un décret d'application, j'ai envie de lui demander, mais est-ce que, monsieur le ministre, vous avez, je connais bien le ministre, hein, c'était mon camarade de la seconde en terminale, donc il ne peut pas m'intimider. Voilà. Donc, c'est pour dire que lorsque l'État met en place un code, ce code est d'application immédiate si et seulement s'il a été promulgué par le président de la République. Et là, il a été promulgué. J'ai donc envie de demander au ministre si le décret d'application pour ce code est si valable et si important, pourquoi n'a-t-on pas attendu l'élection des maires de ville pour mettre en place maintenant ce code sur la décentralisation? Je crois que les maires de ville et bientôt les conseillers régionaux vont être élus sur la base de ce code de la décentralisation. Oui, est-ce que vous pouvez me garantir qu'il y aura un décret d'application pour ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas, non. Il faut qu'à un certain moment, nous puissions dire, attention, les problèmes dont nous venons de parler au NOZO, c'est parce qu'il y a eu absence de décentralisation. Aujourd'hui, les Camerounais ont besoin d'être patriotes. Le patriotisme, c'est quoi? Donnez-moi la possibilité de faire ce qui est à mon pouvoir pour faire avancer le pays. Pourquoi vous voulez toujours donner la chèvre en arrêtant la corde? Pourquoi vous pensez qu'il faut toujours qu'il y ait un ange gardien ou un arbitre ou un censeur pour voir des Camerounais? Et c'est ça l'ENAM. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une école, comme je l'ai dit. Oui, justement, l'ENAM qui reste tout de même une école prestigieuse. Oui, bien, parce que c'est l'ENAM qui fait du gouvernement. C'est l'ENAM qui prépare tout ça. Elle reste une école prestigieuse aux yeux du gouvernement. Edmond Kambia, sur cette décentralisation, le gouvernement avait parlé d'accélération et aujourd'hui, le ministre dit qu'il faut encore attendre un décret fixant les modalités d'exercice de la compétence relative à l'exploitation des ressources minérales non concessibles et un arrêté qui permettra d'en savoir plus le cahier de charges qui va exister entre les communes et les entreprises qui exploitent les carrières sur le sol de ces communes-là. Comment appréciez-vous l'attitude du gouvernement face à la décentralisation accélérée promise en 2019? Je pense que le gouvernement plonge les communes dans un embarras total. Parce qu'on ne peut pas annoncer quelque chose et ne pas faire en sorte que ce que l'on annonce soit conforme à la réalité, pour utiliser une expression chère au porte-parole du gouvernement. Quand je le dis, c'est parce que depuis le grand dialogue national et ses recommandations et les efforts de transformer les recommandations en loi, y compris la loi portant code général des territoires, des collectivités territoriales décentralisées, on s'attendait à ce qu'il y ait cette accélération de la décentralisation. Parce que l'actualité portait sur l'accélération de la décentralisation parallèlement aux forces de l'opposition et de la société civile qui estimaient qu'il faut aller plus loin que la décentralisation, aller au fédéralisme. Il y a eu ce gros débat qui n'est pas soldé jusqu'à ce jour. Et ce qui se passe aujourd'hui sur la mise en œuvre de cette loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, c'est que le gouvernement joue dans la contradiction. C'est-à-dire qu'elle dit une chose et son contraire. Elle dit, oui, après le grand dialogue, on va transformer les recommandations en loi, on va les appliquer, on va les mettre en œuvre et ça va résoudre beaucoup de problèmes. On a même créé un ministère chargé de la décentralisation pour accélérer la décentralisation, comme le disait le chef de l'État, accélérer la décentralisation. Mais plusieurs mois après, on se rend compte qu'on ne peut pas appliquer un texte qui a été adopté, qui a été promulgué par le président de la République.
ça me rappelle d'autres textes qui n'ont jamais connu, parce que ce texte dit clairement qu'il faut un décret pour le mettre en œuvre. Pourquoi attendre tout ce temps, plusieurs mois après, et attendre que certains maires de communes soient confrontés à la situation pour pouvoir mettre le débat sur la place publique? Je voudrais rappeler que ce n'est pas la première du genre. On a eu, sous le premier ministre chef du gouvernement, Yann Philémon, qui a eu d'autres fonctions aujourd'hui, il y a eu un débat sérieux sur une autre loi qui habilite les communes d'arrondissement à gérer les marchés qui sont sur leur territoire de compétence. Et le Premier ministre, dans ce cas d'espèce, a sorti un texte pour préciser que ces marchés-là doivent être gérés par les communes. Et nous nous souvenons qu'il y a eu un gros débat ici à Douala par rapport au marché central qui, selon le texte du Premier ministre, habilite la commune d'arrondissement de Douala 2e à être celle qui gère le marché central. Et il y a eu des batailles, un bras de fer avec l'ancien délégué de la communauté urbaine de Douala sur cette question. Mais le texte était clair du Premier ministre qui donnait la possibilité à la commune d'arrondissement de gérer ce marché. C'est pour vous dire que ces problèmes ne sont pas nouveaux, où on attend un test d'application ou une circulaire qui est claire, mais même lorsque la circulaire arrive, lorsque le test arrive, on n'arrive pas à l'appliquer à cause des mafias qui, au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui la commune de ville, j'espère que les nouveaux patrons des communes de ville ne vont pas se comporter comme les anciens délégués du gouvernement sur cette question-là. Maintenant, j'ai dit que ce problème n'est pas nouveau. Je prends cet exemple-là. Je peux encore en citer un autre par rapport à l'article 66 de la Constitution du 18 janvier 1996 qui annonce la déclaration des biens et avoirs des élus, des ministres, du président de la République, de tous ceux qui gèrent les crédits de l'État. Jusqu'à ce jour, on attend la mise en œuvre de ces textes importants qui va clarifier beaucoup de choses sur la scène politique au Cameroun et l'assainissement des finances publiques. Qu'est-ce qui manque? C'est un décret, c'est un texte d'application qui doit être signé par le président de la République pour mettre en place la commission de réception des déclarations de biens à avoir des ministres, des élus, députés, maires et autres. De 1996 à 2020, vous savez combien d'années c'est? 24 ans. C'est 24 ans, c'est beaucoup d'années. Pourquoi attendre tout ce temps? Et on voit également que le texte qui a été récemment adopté, promulgué, fasse 24 ans pour que la décentralisation puisse prendre corps, que cette loi puisse être appliquée et doter les communes d'arrondissement de moyens pour pouvoir transformer la commune en pôle de développement. Non, j'ai dit c'est trop, c'est trop. Après vous, justement, Edmond Angelbert Lebon, cette gouvernance, cette décentralisation que le gouvernement a prônée, ce système de gouvernance-là, qui est aujourd'hui décrié par des magistrats municipaux, toutes couleurs politiques confondues, et que le ministre leur demande de surseoir à l'exercice d'une compétence importante pour certaines mairies où il y a l'exploitation des carrières qui pourraient générer plus de revenus pour ces municipalités-là. Comment appréciez-vous cette attitude du gouvernement et la réaction des maires qui s'inquiètent de l'absence de ces décrets portant application et exercice de modalités relatives à certaines compétences? Moi, je pense que ces affrontements de guillemets résultent du fait qu'il n'y a pas une véritable volonté gouvernementale de décentraliser. On pourrait évaluer déjà sur le temps. La loi du 18 janvier 1996, ça fait 24 ans quand même. C'est une loi qui consacrait en son article 55, qui reconnaissait deux collectivités, c'est-à-dire que les régions et les communes. Et les collectivités sont définies ici comme des personnes morales de droit public, jouissant d'une autonomie. Je pense que le gouvernement central n'a pas envie de perdre la main. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas une réelle volonté de décentralisation. Tout comme dans le dialogue sur la crise anglophone. On parle de dialogue, mais il n'y a aucune volonté réelle de dialoguer. Ici, c'est une décentralisation sans volonté réelle de décentraliser. Et aucun pays au monde ne s'est développé avec une concentration et une centralisation de pouvoir telle que ça se passe aujourd'hui au Cameroun. C'est dommage.
Après vous, Angèle Lebon, j'aimerais qu'on puisse dire un mot au moins sur ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire avec vous, Edmond Kambia, le candidat du parti au pouvoir, Amadou Gon Coulibaly, qui décède après un malaise survenu en plein conseil ministériel. Nous sommes à quelques semaines de cette élection présidentielle très attendue dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le candidat du RHDP qui décède. Étant Premier ministre, quels scénarios sont envisageables en Côte d'Ivoire en ce moment précis? Il faut dire que ce qui arrive à la Côte d'Ivoire est, hélas, désastreuse et tragique. Tragique parce qu'il y a eu décès d'Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui avait déjà été, j'allais dire, légitimé par le parti, par le gouvernement, par toute sa coalition à la majorité présidentielle comme étant celui-là qui doit être le candidat du RHDP, du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, pour l'élection présidentielle d'octobre prochain, dans quelques mois, dans quelques semaines, comme venez le dit M. Sédik Noufélé. Cela rabat totalement les cartes politiques, pas seulement au sein du RHDP, parti unifié au pouvoir, mais également dans les partis de l'opposition. Ça change tout, ça fait tout basculer. La première question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que Amadou Gon Coulibaly, parce qu'il est décédé, il n'est plus le candidat du RHDP. Il faut trouver quelqu'un pour le remplacer. Qui est-ce que le RHDP va trouver dans un délai aussi court pour le remplacer et qui soit consensuel, comme l'était Amadou Gon Coulibaly? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que Alassane Ouattara, qui formellement, le président ivoirien, a déclaré qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat? Il est en train d'achever son deuxième mandat et il avait estimé que le moment est venu de laisser les jeunes générations prendre les choses en main. Il le souhaitait non seulement pour le RHDP, mais également pour les autres forces politiques de l'opposition. Et on constate que dans les partis de l'opposition, aujourd'hui, le PDCI, qui est dans l'opposition, a investi l'ancien président ivoirien, le président du PDCI, Henri Konan Bédié. Et on se souvient qu'Alassane Ouattara avait souhaité, lorsqu'il disait qu'il faudrait qu'on laisse la place aux jeunes, il se disait que lui, il va partir, Henri Konan Bédié va partir. En tout cas, toute la vieille classe politique va se retirer et laisser la place aux autres. Malheureusement, le PDCI a investi dans toute une controverse difficile, parce que dans le PDCI, il n'y a pratiquement pas unanimité sur l'investiture, mais c'est la réalité, c'est Henri Konan Bédié qui est le candidat du PDCI. Pour Henri Konan Bédié d'avoir été investi candidat ne va pas amener, dans le contexte actuel, où Alassane Ouattara peut invoquer la force majeure et estimer qu'il n'a pas suffisamment de temps pour chercher un autre candidat et déposer lui-même sa candidature pour sa propre succession. C'est une question fondamentale qu'il faut se poser. Parce que dans le passé, avant qu'il ne prenne sa décision définitive de ne pas être candidat, il estimait qu'il peut arriver une situation où la Côte d'Ivoire est en difficulté, pour des raisons de stabilité, de force majeure, il pourrait revoir sa position. Est-ce que le moment n'est pas venu pour lui justement de revoir sa position et candidater encore? C'est une question de fond. Mais il y a au sein du RHDP la possibilité pour Alassane Ouattara, non seulement dans le premier scénario d'être candidat dans un premier ticket où il se ferait accompagner d'un jeune loup comme Patrick Attié, ou d'un autre candidat ou d'une autre personnalité forte au sein du gouvernement. Mais il y a également la possibilité pour lui de ne pas être candidat. C'est un scénario, deuxième scénario, c'est de trouver une personnalité au sein du RHDP qui soit consensuelle. Mais cela prendrait du temps. Actuellement, beaucoup parlent d'Ahmed Bakayoko. Mais est-ce qu'il peut, dans un délai aussi court, obtenir autour de lui tout le soutien nécessaire, non seulement dans son parti, mais également, j'allais dire, dans les partis alliés ou au sein de la classe politique? Ça va être très difficile. Parce que Amadou Gon Coulibaly avait cet avantage d'être quelqu'un qui est aimé, qui est consensuel. Quand je dis consensuel, ce n'est pas seulement dans son parti, mais même dans la société civile, même au sein de l'opposition. Vous savez que Amadou Gon Coulibaly a travaillé avec Laurent Gbagbo. En 92, en 2002, je crois qu'il était ministre de l'Agriculture en Côte d'Ivoire. Donc c'est quelqu'un qui était déjà accepté. Maintenant, est-ce que pour quelqu'un comme M. Bitogo, qui est quelqu'un qui a de la prestance d'être candidat pour le RHDP et
obtenir face à Bédié le résultat, ça va être totalement difficile. Les semaines, les mois qui viennent nous amèneront à savoir si Alassane Ouattara va changer d'avis ou pas. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Engelbert Lebon-Dachoua, d'avoir participé à ce débat. Merci également au professeur Pierre Alaka d'être venu sur dimanche. Merci à vous, maître Georges Teghem et Edmond Kamga d'être venus sur le plateau de droit de réponse. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.